ouvrir ce débat de la Fondation de l'Académie de chirurgie, je rappelle que la Fondation a été créée en 2019 pour défendre les grandes qualités de la chirurgie française et en particulier toutes les notions qui sont défendues à l'Académie de chirurgie sur les progrès de la chirurgie, sur l'enseignement de la chirurgie. Et cette Académie de chirurgie réunit toutes les spécialités chirurgicales. Alors aujourd'hui, on va parler de les troubles oculaires et la chirurgie oculaire. Et on a donné un titre un peu provocateur puisqu'on parle de la place de la lumière dans la chirurgie oculaire. Et donc il me semble utile en introduction de bien dire que c'est assez curieux de parler de la lumière pour traiter un appareil qui est nécessaire pour voir, et donc la vision. Et donc je vais un peu vous faire un petit commentaire. Mais laissez-moi tout d'abord peut-être faire un rappel pour ceux qui sont du grand public. L'œil fonctionne de la façon suivante. Il reçoit effectivement les images grâce à la lumière. Ces images passent à travers la cornée. Et ensuite, la lumière continue à travers le cristallin, plus ou moins importante suivant le diaphragme que représente l'iris. Et enfin, les images arrivent au niveau de la rétine, le cristallin servant le rôle de lentille comme dans votre appareil photo, afin que ces images soient nettes au niveau de la rétine. Eh bien, nous allons aborder la lumière pour traiter les maladies qui touchent la cornée, les maladies qui touchent le cristallin, et on verra ensuite comment la lumière peut également être utile au niveau de la rétine pour voir comment on peut restaurer la vision. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? C'est d'abord parce qu'on a la chance d'avoir avec nous, et je remercie le professeur Gérard Mourou, prix Nobel de physique en 2018, et d'autre part parce que ces trois parties dont j'ai parlé sont l'objet de nombreuses pathologies, puisque je voudrais donner quelques chiffres qui sont sans doute répétés par mes collègues qui sont ici, le professeur Bahram Bodaghi à ma gauche, qui est chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et le professeur Baudouin, qui lui est chef de service au 15-20. Nous aurons, malheureusement il ne peut pas être avec nous, il s'en excuse, mais nous aurons en principe en ligne, en direct de Pittsburgh, le professeur Joe Sahel. Eh bien pourquoi je dis que c'est important? Parce que, si je ne me trompe pas, M. Bodaghi, je crois qu'on a à peu près 5000 greffes de cornée par an en France. Alors je crois que vous nous direz tout à l'heure que le mot greffe de cornée n'est pas très bon, parce qu'en fait, on retaille, on remodèle, on prend pas il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas la greffe de cornée comme on fait la greffe d'un cœur, d'un rein ou voire d'un foie. D'autre part, au point de vue, sur le plan de la cataracte, si je ne me trompe pas, j'ai vu qu'il y avait à peu près 600 000 personnes en France qui avaient une cataracte, ce qui représente peut-être 900 000 interventions, puisqu'on sait que cette maladie est souvent bilatérale. Et enfin, là je m'adresse vers José Sahel, je crois qu'il y a à peu près 207 000 non-voyants, en tous les cas aveugles ou très très malvoyants, et en gros 950 000 personnes qui ont des difficultés visuelles importantes, qui a des lésions rétiniennes. Et en particulier, je ne peux pas ici ne pas citer une maladie qui augmente de façon très importante actuellement, notamment en raison du vieillissement, qui est la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Si vous voulez bien, on va expliquer qu'on peut traiter en particulier la cornée et le cristallin à l'aide de la lumière, du laser, et en particulier du laser femtoseconde. Mais pour parler de ce laser, on a donc la chance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir le professeur Gérard Mourou, qui en plus a accepté très gentiment, et là je le remercie presque à titre personnel, de faire partie du comité d'honneur de la Fondation de l'Académie de chirurgie. Et donc on lui a demandé d'essayer d'expliquer peut-être le laser femtoseconde pour les nuls. Monsieur Mourou, je vous donne la parole pour nous expliquer un peu comment vous est venu, dans tous les travaux que vous faites sur la lumière depuis des années, cette notion de lumière extrême et en particulier de laser femtoseconde. Oui, mais écoutez, donc je suis absolument ravi et très honoré aussi de faire partie donc de cette table ronde. Et je remercie le professeur Villet. Donc je vais essayer donc de vous parler un petit peu de laser. Le laser, bien sûr, qui est de la lumière, ce qu'on appelle la lumière cohérente. Et c'est très drôle parce qu'on va essayer donc de travailler sur l'œil qui, lui, travaille avec la lumière incohérente. Essentiellement, toutes les images qui sont formées sur le fond de l'œil, bien sûr, proviennent de la lumière incohérente. Alors la différence entre la lumière incohérente, c'est-à-dire la lumière que l'on voit qui est tout autour de nous, c'est toujours de la lumière incohérente.
Vous savez que la lumière est née il y a à peu près 14 milliards d'années, mais c'est de la lumière incohérente. Et ce n'est qu'en 1960 que la lumière cohérente, avec le laser, a été démontrée. Alors la différence, il faut que j'aille très vite, hein, la différence entre la lumière incohérente et cohérente, je l'image de cette façon-là. La lumière incohérente, c'est un petit peu comme un groupe de marathoniens qui s'élancent pour le marathon, des milliers de marathoniens qui s'élancent le marathon. Tous ces marathoniens sont différents. Il y en a des petits, il y en a des grands. Ils progressent à des vitesses différentes. Il y en a qui vont plus vite, bien sûr, plus vite que les autres. Il y en a qui sont des femmes, des hommes, et ils sont tous, bien sûr, vêtus de façon différente. Donc, c'est la lumière que disons que c'est quand même quelque chose d'assez incohérent, hein, si on regarde un marathon progresser, alors que la lumière cohérente, c'est vraiment un défilé. C'est un défilé, c'est le défilé du 14 juillet où tous les les soldats sont absolument vêtus de même uniforme, progressent absolument au même pas. Et donc ils progressent bien sûr de façon extrêmement cohérente. Donc c'est un petit peu une image que j'essaie de... c'est par cette image que j'essaie de vous faire comprendre la différence entre la lumière cohérente et incohérente. Si on suppose que la lumière, finalement, ce sont des petites particules, ça peut être représenté comme particules, ça peut être représenté aussi comme onde. Ça peut être représenté comme onde. Et si elles sont représentées comme particules, ben voilà. Je pense que c'est une image un petit peu de ce que c'est la lumière incohérente par rapport à la lumière cohérente. Et bien sûr, vous pouvez voir que si un groupe de soldats qui progressent de façon absolument ordonnée, etc., est bien supérieur à une horde sauvage de personnes qui bien sûr, n'ont aucune relation entre eux et qui sont... Voilà. Donc, voilà, c'est ma description de la lumière incohérente par rapport à la lumière cohérente. Alors maintenant, je vais passer un petit peu peut-être au sujet. C'est que je vais vous parler de laser femtoseconde. Alors, la femtoseconde, ce sont donc ce type de laser émet pendant un laps de temps de l'ordre de la femtoseconde. Alors, la femtoseconde, c'est le milliardième de millionième de seconde. Alors, donc, les lasers dont je vais vous parler, les lasers qu'on va utiliser pour l'ophtalmologie, ils émettent des femtosecondes, c'est-à-dire des millionièmes de milliardièmes de seconde. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous faites ça? Mais la raison est la suivante. C'est que avec les lasers femtosecondes, si vous avez un tout petit peu d'énergie dans l'impulsion, mais si vous la délivrez en un temps extrêmement bref, eh bien vous pouvez obtenir des puissances qui sont considérables. Alors, on n'utilise pas dans l'application bien sûr oculaire, on n'utilise pas les lasers à grande puissance parce qu'on peut faire des choses absolument extraordinaires. Mais disons qu'avec des énergies de l'ordre du microjoule, des choses assez modestes, on peut produire des intensités qui sont telles qu'elles peuvent, disons, perturber un matériau qui soit un matériau organique ou inorganique et assez facilement. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on utilise les lasers femtosecondes. Alors je vous parlerai ensuite des propriétés qui sont très très utiles aussi dans ces lasers femtosecondes. Donc comme je disais, il y a une grande propriété de laser femtoseconde, c'est qu'il peut être utilisé comme bistouri,
qui est naturellement aseptique, parce qu'on va utiliser les photons, et les photons, bien sûr, ce ne sont pas des virus. Hein. Il y a très peu de virus dans le faisceau laser. Donc, c'est aseptique, parfaitement aseptique, et vous allez voir que cette lumière peut être utilisée pour découper des surfaces, soit à la surface d'un objet ou d'un organe, soit à l'intérieur d'un organe, et avec des précisions absolument micrométriques. Donc, l'ophtalmologie femtoseconde est vraiment une très grande application des lasers femtosecondes, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu le prix Nobel. Et ce que je voudrais aussi, je voudrais profiter de cette table ronde pour essayer de parler d'autre chose que de l'ophtalmologie, mais aussi pour parler d'autres applications, hein, ce que je vois dans la brûlure ou bien le cancer, etc. Voilà. Donc, je vais passer à... On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc voilà. Alors ici, j'essaie de schématiser l'avantage des lasers femtosecondes. Bon, normalement, les lasers, les lasers bien sûr, il y en a de partout. Hein. Mais en général, ce sont soit des lasers qui sont continus, qui émettent de façon absolument continue, soit ce sont des lasers qui émettent pendant un temps qui est court, de l'ordre de la nanoseconde, mais bien sûr qui n'est pas aussi court que la femtoseconde. Hein. Alors, si on prend le cas de l'impulsion longue, et que maintenant on utilise ce type de laser, ce qui se fait régulièrement dans le médical, hein, on utilise souvent des lasers qui sont ce qu'on dit de l'ordre de nanosecondes, eh bien, si on irradie un tissu, ce qui va se passer, c'est que l'impulsion étant relativement longue, alors longue, nanoseconde, bien sûr, pendant une nanoseconde, la lumière se déplace de 1 pied, hein, de 30 cm. Et donc, c'est quand même des lasers qui sont courts. Hein. Mais les impulsions femtosecondes, la lumière, comme on le verra, se déplace simplement d'une toute petite fraction de l'épaisseur d'un cheveu, hein, d'une dizaine, une vingtaine de microns seulement. Alors, avec l'impulsion qu'on appelle long pulse, ici, quand on va irradier un tissu, eh bien, le tissu va absorber l'énergie du laser et va l'échauffer et va créer ce qu'on appelle un dommage. Hein. Pourquoi ? Mais le dommage qu'on va créer sera beaucoup plus grand que la tâche qui est émise par le laser, parce que le milieu s'élève en température et l'échauffement, bien sûr, diffuse. Et l'ensemble, disons, ce que l'on a, ce n'est pas une découpe parfaite, mais une découpe qui est entachée, qui n'est pas régulière. Alors que si on a un laser impulsion brève, les impulsions, donc, comme je disais, sont de l'ordre de la femtoseconde, dans millionième de milliardième. La lumière se déplace de quelques dizaines de microns, une fraction de l'épaisseur d'un cheveu. Et donc, avec la lentille, on focalise ce laser sur le tissu et donc on échauffe le tissu très, 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 très localement. Et il n'y a pas de diffusion de la chaleur, ce qui fait que ça se traduit par une découpe qui est extrêmement précise et où il n'y a pas de ce qu'on appelle de dommages collatéraux. Donc ça, c'est pour vous donner juste une idée, ce n'est pas de l'ophtalmologie, hein, c'est pour vous donner une idée avec quelle précision on peut, disons,
faire ce qu'on appelle du machining, du nanomachining. On peut enlever de la matière avec une précision du nanomètre, ou une petite fraction de micromètre. Et vous voyez, par exemple, toutes ces tâches, on a fait une série d'impulsions sur une cible, et vous voyez, tous les impacts sont absolument identiques et avec des bords extrêmement précis. Si je faisais ça avec un laser normal, à impulsion relativement brève, mais un laser normal, eh bien à ce moment-là, vous verrez un espèce de cratère ou des suites de cratères un petit peu qui ressembleraient à des cratères de volcans, quoi. Donc sans régularité. Donc c'est cette propriété qu'on va utiliser pour l'ophtalmologie. Alors maintenant, il y a une autre chose que lorsqu'on veut travailler sur l'œil, bien sûr, ou qu'on veut faire l'usinage, bien sûr, la question de la longueur d'onde. Alors, il y a des lasers. Alors là, maintenant, on a des lasers qui émettent pratiquement de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge ou l'infrarouge lointain. Donc, suivant les matériaux que le laser traverse, il va être soit traversé, soit être absorbé. Par exemple, le laser excimer, qui est aussi très utilisé en ophtalmologie, il est dans l'UV et il est immédiatement absorbé par, disons, la cornée ou les tissus, immédiatement. Alors que si on utilise un femtoseconde, par exemple, qui lui sera plutôt dans le rouge, par exemple, il traversera facilement la cornée, mais une chose qui est très importante, c'est que avec le laser femtoseconde, si on focalise ce laser à l'intérieur de la cornée, eh bien, le laser va être d'abord transmis et arrivé au point focal où l'intensité est absolument maximum, eh bien, le milieu va claquer. Il va y avoir un spark. Et il va y avoir création d'électrons, etc. On va endommager le matériau. Et ces électrons vont absorber la lumière, ce qui va rendre le matériau absorbant. Et toute la lumière va être absorbée à partir de ce moment-là dans un domaine, un volume extrêmement faible. Et pendant un temps très bref. Donc, alors cette application, on va utiliser cette propriété, bien sûr, pour le fait qu'on puisse régler finalement l'absorption du laser par le matériau va être très important dans les applications que je vais vous démontrer dans une minute. Alors là, par exemple, on est dans le cas où on va travailler sur la cornée. On va travailler sur la cornée, on va essayer donc de faire une découpe dans la cornée. Et si je fais ça avec le femtoseconde, je peux faire vraiment quelque chose de très, très joli, alors que si je fais ça avec des nanosecondes, eh bien, les cratères que je vais créer chaque fois va me produire une découpe qui va être tout à fait, qui ne va pas être très belle. Alors que si je prends le femtoseconde, je vais le focaliser dans la cornée à une distance que je choisirai. Et là, chaque fois, comme je l'ai dit, au point focal, on va créer une bulle, une petite bulle, et on va en créer beaucoup de façon à faire une découpe qui peut être aussi belle que celle qu'on peut obtenir avec un instrument mécanique, même plus belle. Donc ici, vous voyez, là, je démontre, j'ai la cornée, je montre cette petite bulle qui est produite par l'interaction de la lumière avec la cornée. Et ensuite, si je peux envoyer
une série d'impulsions, et bien, les bulles qui sont formées les bulles qui sont formées dans la cornée vont se rejoindre et donc ils vont former une surface lisse. Et bien sûr, si maintenant je balade mon point focal dans la cornée d'une façon connue, hein, à ce moment-là, bien, je peux créer un volet, je peux créer un rabat, voilà, comme ceci. Cette slide-là illustre le fait, l'importance, la durée de l'impulsion. Sur la gauche, donc on essaie de faire un flap, hein, un rabat, dans une cornée. Et si je fais ce rabat avec des impulsions picosecondes, 50 picosecondes, qui sont bien sûr des impulsions extrêmement brèves, hein, parce qu'à picoseconde, c'est quand même 1 milliardième de seconde. Mais même avec une picoseconde, ça crée l'interaction est mauvaise, et c'est ce que l'on observe. On observe que ce qu'on crée n'est pas joli. Hein. Alors que si on prend le femtoseconde, donc qui est 1000 fois plus court, eh bien, on peut faire un rabat vraiment extrêmement propre. On fait ça, ce sont des slides qui ont une vingtaine d'années. Maintenant, c'était les premières slides c'était les slides qui venaient de nos premiers travaux. Maintenant, on peut faire encore beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée que l'importance de la durée de l'impulsion dans l'interaction de la lumière avec la cornée. Voilà. Et alors maintenant, on peut faire, à partir de là, on comprendra que le femtoseconde peut avoir énormément d'applications, hein, parce que cette possibilité de traverser et de déposer l'énergie exactement où l'on veut dans la masse des tissus, et faire des découpes, des dépositions extrêmement belles, bien sûr, ça, on peut se douter qu'on peut avoir des applications très importantes. Alors là, j'en montre quelques-unes. Là, je montre la production donc, du rabat dans la première fois, comme on l'a vu tout à l'heure, une minute. Et maintenant, au lieu de focaliser sur l'étage supérieur, à la surface supérieure de la cornée, eh bien aussi on peut focaliser à l'intérieur de la cornée. Si par exemple, si on veut faire des greffes d'endothélium, par exemple, eh bien on peut découper simplement la partie de l'endothélium qui est à traiter. Et on peut le changer, par exemple, on peut faire de la greffe d'endothélium de cette façon-là. Et donc ça illustre bien avec quelle précision on peut travailler, quel avantage le laser femtoseconde nous produit. Alors, une autre application, c'est d'utiliser le laser femtoseconde pour rendre un matériau spongieux, avec disons, qui peut être, où on peut régler le débit de liquide qui pourrait... là, je pense par exemple au glaucome. En fait, on s'est beaucoup intéressé au glaucome, où là, la question, c'est de réduire la pression dans le globe oculaire. Hein. Et pour réduire cette pression dans le globe oculaire, eh bien, il faut créer quelques drains pour que le liquide l'humeur aqueuse puisse s'échapper. Voilà. Et ça, c'est le genre encore d'application
qui démontre l'importance du laser femtoseconde, parce que là aussi, il faut pouvoir faire de l'ablation de matériaux à l'intérieur de tissus. Hein, donc, qu'on peut faire de façon très bien avec le laser femtoseconde. Maintenant, l'autre grande application, bien sûr, c'est la cornée, hein, la greffe de cornée. Et actuellement, vous savez que, vous ne savez pas, mais enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne suis pas du tout un médecin, je suis un physicien, mais une chose que je sais, c'est que, par exemple, si on a une cornée qui doit être traitée, des fois, on est obligé de vraiment faire un transplant. À ce moment-là, on utilise un trépan, comme certainement vous le savez mieux que moi, un trépan. Et le trépan, bien sûr, on ne peut pas, si par exemple la cornée est endommagée sur seulement la partie supérieure ou inférieure, etc., on est obligé d'enlever toute la masse, tout le cylindre de la cornée. Alors que si on a le femtoseconde, eh bien, avec la femtoseconde, eh bien, on peut faire des choses, on peut enlever la partie de la cornée qui est mauvaise, qui a changé, mais on peut l'enlever de façon intelligente, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bords droits, comme on le voit normalement ici, eh bien, on aura, par exemple, on pourra faire des queues d'aronde, hein, ou des tenons mortaises dans la cornée. Le fait qu'on ait, avec le laser femtoseconde, on a quand même une symétrie cylindrique que l'on peut utiliser. Bon, là c'est d'autres formes qu'on peut obtenir. Le top hat, le mushroom, le standard, et puis en zigzag, Christmas tree. Ça vous donne une idée un petit peu de la puissance que cette technologie peut amener pour la greffe de la cornée. Et là, par exemple, je terminerai sur cette image parce que je l'aime beaucoup. Ça, c'est une greffe de cornée. C'est une greffe de cornée, là, par exemple, où on voit les bords et on voit la guérison de la cornée en fonction du temps. Mais vous voyez, surtout, voyez la cornée étant... alors, attendez. Là, je vais essayer d'utiliser ce... Oui, c'est ça. Est-ce que j'y arriverai, non? Je n'arrive pas à utiliser le... Il faut appuyer comment? Longuement. Quelques femtosecondes. Ouais. Il faut que je revienne alors. Alors. Ouais. Enfin, vous pouvez voir où les découpes ont été faites. Et vous voyez, ce sont les découpes en zigzag. Hein. Donc, c'est des découpes. Donc, le fait que la surface soit plus importante, ça favorise la guérison, ça favorise le healing. Hein. Voilà. Donc, ça illustre bien aussi un autre exemple on sait qu'il y a des milliers de greffes qui se font par an. Donc, voilà, c'est ça. De l'autre côté. Voilà. Ouais. Bon, là, je vais arrêter là parce que je vais seulement conclure. En disant ce que j'ai dit à l'introduction, le laser femtoseconde permet vraiment de faire des choses absolument qui sont remarquables, parce qu'elle permet de découper des surfaces ou sur la surface, sur l'intérieur d'organes en fait, et donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux, et d'une façon extrêmement précise, micrométrique. Mais
là, l'ophtalmologie femtoseconde, bien qu'elle soit extrêmement importante, je pense qu'elle n'est pas la seule qui pourrait utiliser le laser, enfin, il y a beaucoup plus d'applications que, à mon avis, on pourrait élargir le champ d'application de façon considérable. En chirurgie, on utilise le laser de femtoseconde, notamment, par exemple, quand il s'agit de traitement de brûlure ou bien le traitement du cancer de la peau. Voilà. Je vais arrêter là. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Mourou, pour cette explication. De toute façon, je pense qu'on va reprendre avec les deux orateurs suivants l'intérêt notamment dans la chirurgie de la cornée. Je rappelle, parce qu'on est en direct, que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les envoyer par le chat et puis je les transférerai à nos orateurs. Je voudrais juste me permettre, parce qu'ayant regardé un peu vos travaux sur le laser femtoseconde, je voudrais juste me permettre, Monsieur Mourou, j'ai cru comprendre donc, que ce laser femtoseconde s'intégrait en fait dans la lumière extrême au sens très large. Et je sais que j'ai bien compris, j'aimerais que les auditeurs comprennent ça. C'est ce qui est très fort, c'est d'arriver à avoir une très faible énergie, mais qu'on met tellement courte que ça devient une très grande puissance. Et ça me permet de vous poser une question que finalement, cette très grande puissance peut être utilisée à d'autres fins que l'ophtalmologie. Alors, ce n'était pas le débat du soir, mais je pense que comme on a encore 3 minutes qui vous étaient largement imparties, si vous voulez faire une petite remarque sur ce qu'on pourrait espérer attendre, parce que je sais que c'est un de vos dadas, maintenant vous avez transmis votre savoir-faire aux ophtalmologistes et on va leur donner la parole, mais je voudrais aussi que vous nous donniez peut-être quelques perspectives sur l'usage de cette lumière extrême à très 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 forte puissance. Oui, en fait, la chirurgie, bien sûr, n'était pas prévue au programme quand j'ai commencé le laser et les lasers de très très haute intensité. Hein. C'est arrivé par accident, en fait, et j'en parlerai un petit peu après. Mais oui, actuellement, les grandes applications de la lumière extrême, c'est-à-dire, alors là aussi, pourquoi lumière extrême? Mais c'est comme je disais, on peut donc, en raccourcissant les impulsions sur des temps extrêmement courts, comme maintenant, femtoseconde, et maintenant on parle de l'attoseconde, hein, et puis après l'attoseconde, il y a le zeptoseconde. Bon, chaque fois bien sûr qu'on change la durée d'impulsion, eh bien, on augmente en gardant la même énergie. On augmente la puissance de façon considérable. En plus, il y a d'autres avantages, etc. Donc, disons, tous les travaux sur la lumière extrême avaient des applications scientifiques importantes, c'est-à-dire qu'il y avait des interactions avec la matière, mais aussi avec le vide qu'on connaît si mal et qui est si important parce qu'on vient tous du vide, etc. Donc, essayer de comprendre la structure du vide, eh bien, ça, c'était une de nos grandes propriétés. Et c'est en faisant ce genre d'études que par accident, et c'est un accident absolument réel, un de mes étudiants qui, en réglant le laser, a été endommagé a eu le laser dans l'œil. Et donc, on l'a conduit à l'hôpital. Et à l'hôpital, les ophtalmos de l'Université du Michigan, j'étais à l'Université du Michigan à l'époque, regardaient l'œil et ils lui ont dit « Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, effectivement, vous avez un dommage dans l'œil, mais il est magnifique. Il est parfaitement régulier, etc. Il est précis et tout ça. Donc, ce n'est pas le genre de choses que normalement les ophtalmos avaient l'habitude de voir en utilisant des lasers différents. Voilà. Et donc, tout de suite, la personne, c'était un interne d'ailleurs, c'était un étudiant. Hein. Tout de suite, quand il a vu ça, 2 jours après, il me téléphonait, il me dit, voilà, j'aimerais aller travailler dans votre groupe. Et puis après, maintenant, il est devenu célèbre, hein, il est devenu millionnaire,
très très riche en développant ce type de laser et d'application. Mais bien lui en vaut, hein, parce qu'il a eu l'idée, il a saisi l'occasion. Et voilà, donc c'est arrivé par un accident en travaillant sur de la physique tout à fait fondamentale. Bien, écoutez, merci beaucoup de nous faire partager. De toute façon, on aura l'occasion peut-être au cours des deux sujets suivants de vous reposer quelques questions. On va donner en premier Alors, contrairement à ce que j'ai dit, la lumière vient de dehors en dedans, si je peux me permettre cette expression, mais comme on n'est pas classique, on va commencer par la deuxième partie qui peut être atteinte, qui est une cause de cécité extrêmement importante, c'est la chirurgie du cristallin, et en particulier de cette maladie qu'on appelle la cataracte. Alors on va donner la parole à M. Bahram Godaghi, qui est membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est chef du service d'ophtalmologie à la Pitié-Salpêtrière, et il va nous expliquer qu'est-ce qu'il peut faire avec ce laser femtoseconde au niveau de la chirurgie de la cataracte. Monsieur Godaghi. Merci beaucoup. C'est un privilège d'être parmi vous cet après-midi et participer à cette table ronde. Alors, je voudrais remercier la Fondation de l'Académie de chirurgie pour son invitation. Il va être pour moi très difficile d'intervenir après le professeur Moreau, qui a vraiment raconté avec élégance le laser femtoseconde, et je vais essayer de revenir un tout petit peu sur les applications. Alors, les applications de laser dans la cataracte sont relativement larges, pas tellement le femtoseconde, mais le laser YAG, je vais en parler un peu, et puis après, on verra les applications qui sont beaucoup plus utilisées, rentrées dans le champ d'application avec l'exposé du professeur Baudouin. Voilà mes liens d'intérêt. Et donc la cataracte, comme vous l'avez dit, c'est la première cause de baisse visuelle après les amétropies. Le vieillissement reste la principale étiologie et c'est une des chirurgies la plus fréquemment pratiquées dans le monde, avec près de 20 millions de procédures. Les progrès ont été très importants depuis une cinquantaine d'années. D'abord l'introduction de la phacoémulsification et donc l'émulsification du cristallin aux ultrasons. Et puis ensuite, l'arrivée des différentes générations d'implants intraoculaires. Il y a eu à un moment, bien sûr, comme le sac cristallinien restait en place, ce sac pouvait s'opacifier. Et donc, l'utilisation du premier laser, c'était le laser YAG, qui a permis donc d'ouvrir cette capsule en consultation sans qu'on ait besoin de réopérer les patients. Et plus récemment, donc, le laser femtoseconde avec ses applications intéressantes. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le niveau d'exigence des patients est bien supérieur à ce qu'il y avait il y a une trentaine d'années. Cette chirurgie évolue vers quelque chose de plus en plus précis et on note d'ailleurs sur le territoire et au niveau européen une baisse de l'âge moyen des patients qui sont actuellement opérés. Sur le plan épidémiologique, on a parlé de 600 000. Vous voyez qu'en 2019, les chiffres dépassent les 900 000 procédures, en France en tout cas, avec l'utilisation surtout des implants monofocaux dans près de 90% des cas, des implants qui corrigent l'astigmatisme dans 6% des cas, et puis rarement quand même toujours les implants multifocaux qui permettent de corriger la vision de loin et de près. Il y a eu, lié à la crise Covid, à peu près, les chiffres ne sont pas définitifs, mais une baisse de 20% de ces actes pratiqués. Mais on avait déjà entre 2010 et 2016 une augmentation de 20% de la pratique de cette chirurgie de phacoexérèse qui est pratiquée encore à plus de 95%, c'est vraiment majoritaire, par phacoémulsification. Il y a quelques disparités territoriales en France et à l'international. Et comme je l'ai dit, cette baisse de l'âge moyen des patients qui sont opérés pose question, avec des exigences réfractives qui deviennent très importantes. Et il y a actuellement en France la mise en place de registres qui est en cours. La cataracte secondaire, pour commencer avec le laser YAG,
Donc c'est la principale complication que l'on peut constater, cette opacification de la capsule postérieure qui est laissée en place, avec des incidences de 30 à 40% à 5 ans, et l'ouverture au laser YAG, qui avait été brevetée. Juste parce que vous savez qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas ophtalmologistes ni médecins, donc il faut bien expliquer que le cristallin, il y a une enveloppe antérieure, une enveloppe postérieure, Voilà. et qu'on enlève la partie du milieu. Donc là, c'est la réaction secondaire sur la capsule postérieure. Voilà, exactement. Je suis désolé de faire cette intervention, mais je rappelle qu'on doit essayer de diffuser au grand public. Allez-y, Alors, excusez-moi de vous avoir interrompu. Je vous en prie, et c'est important effectivement. Alors le cristallin est dans son enveloppe et on va découper l'enveloppe antérieure pour accéder au cristallin et donc phacoémulsifier, aspirer le cristallin, mais on laisse l'enveloppe, en tout cas une grande partie de cette enveloppe et surtout sa partie postérieure en place pour pouvoir mettre à la place du cristallin l'implant. Et donc cette enveloppe postérieure peut s'opacifier et c'est là où le laser YAG est utilisé en consultation. Avec un brevet de 78 qui est dû au professeur Aaron Rosa. Il y a près de 300 000 procédures de laser qui ont été réalisées en 2019. C'est un acte très facilement réalisé sous anesthésie topique en consultation externe avec des complications qui sont très rares. Alors souvent, justement, les patients et le grand public confondent le laser quand on parle de cataracte réalisée au laser, confond avec cette cataracte secondaire qui est traitée au laser. Et donc, quelques-uns, bien sûr, pensent aussi que la cataracte elle-même est opérée au laser. Mais c'est l'acte le plus pratiqué au laser, c'est le laser YAG. Et ce sont ces ouvertures secondaires de capsules. Je vous montre ici quelques exemples. Ici, on voit qu'il y a des dépôts de cellules et donc des irrégularités. J'essaie d'avoir le pointeur qui arrive ici avant l'ouverture, et vous voyez qu'une fois l'ouverture réalisée, on a de nouveau la possibilité d'avoir la lumière qui arrive à la rétine et donc la vision est restaurée. Ici, des situations un peu plus difficiles avec plus de réactions de fibrose et de prolifération de cellules avec le laser qui est effectué. Maintenant, le laser femtoseconde, avec l'application à la chirurgie de la cataracte maintenant depuis une dizaine d'années, même si les premiers brevets remontent à 1995, est une proposition initiale de changement de paradigme pour un environnement chirurgical qui pourrait être plus complexe, la localisation du laser au niveau ou à proximité du bloc opératoire et la centralisation des procédures, étant donné le coût important de la plateforme. La réalisation des premières études et puis tout de suite, très rapidement, les analyses coût-efficacité. Voilà ici la progression entre 2019 et 2025. Bien sûr, on est en 2020, on commence 2021, sur ce qui pourrait être, en milliers de procédures chirurgicales, la phacoémulsification, que vous voyez en bleu. Et vous voyez que tout en haut, on parle du FLACS, qui est la cataracte opérée au laser femtoseconde. Et on voit bien que la phacoémulsification reste quand même très largement majoritaire, avec peut-être une partie, mais qui doit se développer encore, peut-être vers la fin de la décennie, liée à l'utilisation et l'application du laser femtoseconde pour la chirurgie de la cataracte. Ça reste quand même, pour le moment et pendant un certain temps, relativement minoritaire. Ici, ce qui est utilisé, en tout cas aux États-Unis par les chirurgiens, comme procédure, comme acte par le laser femtoseconde. Et de préférence, on voit que ce qui est préféré, c'est la capsulotomie, c'est-à-dire la découpe de la capsule dont on a parlé dans sa partie antérieure pour accéder au cristallin, la fragmentation du cristallin et puis les incisions que l'on peut avoir au niveau de la cornée. Et ici, quelques présentation des différentes plateformes qui existent aujourd'hui en fonction soit de l'application à la chirurgie de la cataracte que l'on retrouve ici avec le FLACS ou avec les utilisations réfractives qui restent quand même extrêmement majoritaires. Alors voilà un film juste pour illustrer. Vous voyez que le cône va venir, c'est la première partie de la chirurgie qui ne se fait pas au bloc opératoire, qui ne se fait pas dans la salle d'intervention, mais dans une salle à côté, qui permet de venir donc avec un phénomène de succion
immobiliser le globe avec une imagerie par OCT qui est associée, vous voyez à droite. On arrive très clairement à voir les différentes parties anatomiques antérieures, notamment le cristallin. Et on va pouvoir donc définir au niveau du cristallin l'épaisseur que l'on veut fragmenter dans un premier temps. Ici, c'est la cornée, comme M. Mourou vous l'a montré. Et là, une fois qu'on a bien défini sur l'image, on va commencer avec le capsulorhexis. Vous le voyez au centre apparaître. J'essaie d'avoir le... Ici, vous avez l'incision principale qui est en train d'être effectuée et la deuxième incision. Et la procédure, la préparation est terminée. Le cristallin a également été fragmenté. Et donc, on passe à la deuxième étape. C'est au bloc opératoire, cette fois-ci, sous microscope opératoire, dans un environnement stérile. Et c'est là où on va d'abord aller enlever cette capsule, vous voyez avec la pince, cette capsule antérieure. C'est un petit peu parfois accroché, donc il ne faut pas faire de rupture de cette capsule. Donc on le fait avec prudence. Et une fois qu'on a enlevé la capsule, on reprend une chirurgie qui est tout à fait classique avec donc la phacoémulsification telle qu'on la connaît, en utilisant et en complétant par les ultrasons l'ablation des fragments du cristallin qui ont déjà été prédécoupés par le laser. Qui vont pouvoir se séparer assez facilement. Et une fois qu'on a pu nettoyer ces fragments, qui encore une fois ont été prédécoupés, on va pouvoir nettoyer par la suite les masses cristalliniennes résiduelles qui sont toujours dans le sac, parce que je rappelle qu'avant l'implantation, il faut avoir un sac tout à fait propre pour éviter justement le plus possible ces cataractes secondaires. Donc vous voyez là, on a pu terminer la première partie. Et la deuxième partie, avec une sonde qui est plus petite, on va pouvoir donc nettoyer ces masses résiduelles avant de pouvoir implanter dans le sac, en position anatomique, le cristallin artificiel. Voilà, on arrive à la fin du film qui est assez court, mais qui vous permet de voir non seulement le début avec les incisions et la fragmentation du cristallin au laser femtoseconde, mais aussi la mise en place de l'implant une fois que le cristallin a été aspiré, phacoémulsifié, et une fois que l'implant a été mis en place. Voilà, ça c'était pour la procédure. Alors il y a différents types de machines, mais le système est toujours un peu le même. La préparation avec les étapes que vous avez vues, et ensuite l'ablation des fragments. Alors comment est-ce que ça a été, est-ce que la femtocataracte a été évaluée? Il y a plusieurs études dans la littérature. Une étude Cochrane qui a été publiée en 2016, notamment par les collègues anglais, avec plusieurs études qui ont été revues. Et vous voyez qu'il n'en reste plus beaucoup à la fin. Il y a 16 études qui ont pu être analysées dans cette méta-analyse Cochrane et qui ne montrent pas de différence significative retrouvée entre les deux procédures, c'est-à-dire la femtocataracte et la phacoémulsification classique. Sont des études randomisées, mais il y a plusieurs biais d'analyse et elles ne sont pas assez puissantes pour répondre aux principales questions qui ont été posées. En général, ce que l'on retrouve dans ces études, c'est que nous avons souvent des chirurgiens qui sont experts avec d'excellents résultats en phacoémulsification. Ce qui n'est pas non plus posé comme question dans beaucoup de ces études, c'est la satisfaction des patients. Il y a une étude française, donc c'est l'étude FEMCAT, qui a été une étude STIC avec une aide donc, de la DGOS, qui est une étude multicentrique. Là
aussi, on est avec des non-médecins. Une étude STIC, c'est quand on fait une étude Ce sur sont le des coût-efficacité des matériaux. Ce sont des aides de la DGOS pour les procédures innovantes et technologiques innovantes qui peuvent être coûteuses. Et donc, ça permet de les analyser. Et ce STIC avait été obtenu donc, par nos collègues. Vous voyez le premier signataire, le professeur Cédric Schweitzer de Bordeaux, qui avait coordonné cette étude. On voit que sur 920 patients, il y a une randomisation assez précise, entre 450 patients à peu près dans le groupe Femto, 450 patients dans le groupe phacoémulsification classique, et 440 patients et 430 ont pu être analysés. Les résultats ont pu être analysés au niveau péropératoire, mais aussi périopératoire. Voici ici les centres qui avaient participé à cette étude. On voit que les patients qui étaient inclus dans l'un ou l'autre bras étaient relativement similaires. Il n'y avait pas de différence significative. Et en termes d'analyse, quand on compare les taux de succès d'une méthode par rapport à l'autre, on ne trouvait pas de supériorité de la femtocataracte par rapport à la procédure classique de phacoémulsification, ni en péropératoire, ni en post-opératoire. Ici, quelques complications. Vous voyez, là, elles ont été listées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le résumé, c'est qu'il n'y a pas eu de différence significative, comme on l'a vu d'ailleurs dans la méta-analyse Cochrane, entre les deux techniques. Et là, vous avez un nuage de points qui vous permet de faire justement l'analyse coût-efficacité. Et on se rend compte qu'effectivement, pour un coût qui est plus élevé, nous n'atteignons pas une efficacité supérieure avec la femtocataracte. L'état des lieux en Europe, donc il y a plusieurs machines actuellement qui sont disponibles, très peu en France. La situation ne va pas être améliorée avec la crise Covid et je pense qu'on va prendre un certain nombre de mois ou d'années de retard. En conclusion, donc la phacoémulsification demeure pour le moment le principal acte chirurgical réalisé en France. Et en termes de chirurgie de la cataracte, c'est vraiment la procédure qui est la plus utilisée. L'apport des lasers a permis de résoudre plusieurs complications, notamment la cataracte secondaire dont on a parlé, ou alors faciliter certaines étapes de la procédure au laser femtoseconde. La précision, la reproductibilité des gestes apportés par le laser sont des acquis majeurs pour cette chirurgie qui devient de plus en plus phacoréfractive, mais le modèle économique n'est actuellement pas encore optimisé. Alors, des recherches sont en cours et il va falloir aussi miniaturiser ce laser pour pouvoir l'utiliser au bloc opératoire. La crise Covid nous fait prendre du retard. Des solutions pourraient être proposées au cours de cette décennie et elles tiendront compte également de l'environnement spatial de la chirurgie avec donc cette miniaturisation et l'arrivée des salles d'opération plus faciles à implanter, comme ici le Surgicube. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bodagui. Merci mille fois. Je comprends bien, si vous voulez, que pour le moment, un des gros problèmes, et je sais que vous y travaillez beaucoup, c'est qu'on est obligé de faire ça en deux temps. C'est-à-dire, puisque pour bien expliquer aux gens, on est obligé de faire d'abord le laser, et puis là, c'est ce que vous montrez, et ensuite le geste de phacoémulsification qui reste là en salle d'opération. Je voudrais juste, de façon un peu simpliste, n'étant pas moi ophtalmologiste, vous le savez bien, est-ce qu'on n'aurait pas pu penser quand même que le fait d'utiliser le laser Phantomol, j'allais dire, pour détruire le cristallin, on aurait moins de conséquences sur la membrane, sur l'épithélium postérieur et donc moins de cataracte secondaire? Je crois que ça n'a pas été démontré dans l'étude FEMCA, ou vous pensez que c'est peut-être quand même, si on arrivait à tout faire en un temps dans salle d'op, ce serait peut-être quand même quelque chose de plus précis sur l'épithélium postérieur, donc sur cette capsule postérieure? Je pense que malheureusement, aucune des études n'a pu aller aussi longtemps après la procédure pour pouvoir exclure ou montrer que l'opacification secondaire de la capsule
allait pouvoir être moins importante sous femto qu'avec la phacoémulsification classique, parce que le suivi des patients n'a pas été aussi long. Comme j'ai dit, cette complication peut apparaître plusieurs années après la chirurgie. Maintenant, je pense qu'un des progrès que l'on attend, Christophe pourrait aussi s'exprimer sur ce point, c'est que pour l'instant, on fragmente le cristallin. Si on pouvait avoir une fragmentation plus liquide de ce cristallin pour pouvoir l'aspirer sans avoir besoin de faire l'étape ultrasonore supplémentaire, ça serait un vrai plus et peut-être que ça nous permettrait d'avancer un peu plus vers l'adoption de la technologie et de la plateforme. Est-ce que Christophe Beudouin, comme vous avez été mis, pas en cause, mais que vous avez été interrogé, est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose? Et puis je demanderai, avant que vous parliez, si le professeur Schweitzer, qui a dirigé cette étude FEMCA, veut rajouter quelque chose, et s'il est en ligne, qu'il n'hésite pas à bouger, qu'on lui donne la parole. Monsieur Beudouin. Oui, avec plaisir. Nous avons utilisé au 15-20 les lasers femtosecondes dès 2012 pour la fragmentation cristallinienne. C'est vrai que c'est un bistouri merveilleux, une reproductibilité exceptionnelle, mais ça a été conçu comme un complément ou une préparation à la chirurgie, alors que la deuxième phase de développement doit se faire avec la chirurgie. Les machines sont séparées, sauf une qui peut être au bloc opératoire, et donc ça rallonge le circuit pour un niveau de sécurité supplémentaire qui, certes, est supérieur, mais comme c'est une technique un peu difficile d'un point de vue chirurgical pour le chirurgien qui passe derrière l'utilisation du femtoseconde, en fait, on améliore les complications ou le risque de complications pour des chirurgiens qui sont déjà des experts et qui n'ont pas de complications ou très peu. Donc, il y a un antagonisme de conception qui limite un peu le développement. Mais j'aime bien, j'ai beaucoup écrit sur le sujet, et j'aime bien dire que c'est une technologie du futur qui cherche encore son présent. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas encore trouvé exactement le présent. En fait, le présent, on est en train de le trouver. Il passe par ce qu'a dit le professeur Bodaghi, des techniques de délivrance tellement rapides, j'en dirai un mot sur la cornée, tellement rapides qu'on va arriver à liquéfier les contenus et limiter l'utilisation de la partie mécanique. Deuxièmement, il faut intégrer l'acte femtoseconde à l'acte chirurgical. Il ne faut pas déplacer le patient d'un site sur un autre. C'est une erreur de conception dès le départ qui a ses conséquences. Et donc, c'est vraiment une technologie qui va s'intégrer. Aujourd'hui, il commence à y avoir des prototypes de machines qui vont dans ce sens-là. Voilà, simplement, il faut encore un petit peu attendre. On a eu les premières machines. Autant en chirurgie de la cornée, le laser femtoseconde a balayé l'existant. Autant en chirurgie de la cataracte, l'existant étant déjà très performant, le balayage n'est pas fait et l'intégration va se faire dans une deuxième phase. Mais comme tu le dis très bien, Christophe, les chirurgiens qui participent à ce type de procédure actuellement sont des experts. Donc effectivement, pour eux, la phacoémulsification ne pose pas de problème. Si on se projette maintenant à 5 ou 10 ans, le fait d'avoir une automatisation plus importante, peut-être aller vers une chirurgie robotisée, fait qu'avec la miniaturisation dont tu as parlé, il y aura un succès qui sera grandissant. Donc on peut rester optimiste vers la fin de la décennie. Peut-être on se réunira à ce moment-là pour faire un point. Je pense sincèrement que ce sera bien avant, parce que les prototypes qui vont exactement dans ce sens, laser femtoseconde ultra rapide, robotisé, intégré au site opératoire et à la technique chirurgicale, ils existent. Oui, si vous laissez, pour faire un commentaire plus général, c'est un peu ce qu'on vit, ce qu'on a vécu plus exactement en chirurgie viscérale dans les essais thérapeutiques, enfin les essais prospectifs qui ont essayé de démontrer l'intérêt de la chirurgie robot-assistée, notamment vous avez entendu parler même en ophtalmologie de ce fameux robot intuitif qui aide à la chirurgie. Quand on faisait des essais où il y avait des très bons laparoscopistes qui n'avaient pas besoin d'aide supplémentaire. Et c'est amusant parce que, si vous voulez, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais je pense que M. Moreau ne suit pas assez l'activité hospitalière. Mais en France, ce qui a fait que la chirurgie, aux US, ce qui a fait que la chirurgie robotique s'est imposée dans certaines disciplines, c'est que les gens ont pu se lancer dans certaines techniques chirurgicales qui n'avaient jamais réussi à maîtriser la laparoscopie. Donc je pense là aussi que les gens qui opèrent le cristallin pour le moment et qui font beaucoup de cataractes sont tellement déjà adroits que c'est peut-être une des choses qui bloquent, mais c'est, comme vous le dites, incontournable. Oui, vous voulez reprendre un petit peu la parole ? Oui, je veux bien faire un commentaire.
c'est une chirurgie qui aiderait les chirurgiens un peu moins doués à faire mieux que ceux qui font d'habitude, mais je ne crois pas à cette application-là. Enfin, elle existe, mais je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, et toutes les techniques chirurgicales innovantes l'ont montré, les très bons qui, à la limite, ont des outils encore plus performants, ça va leur permettre à être encore meilleurs, et en particulier d'accéder à des techniques et ou à des applications qui ne sont pas accessibles. Et je pense que ce côté pionnier qui permet aux laparoscopiques, peut-être aux laparoscopistes un petit peu moins performants d'aller un peu plus loin, permet aux laparoscopistes doués d'aller faire des choses que personne ne savait faire avant. Bien sûr. Et en feintosgonde, et en particulier en cataracte, sur des cataractes subluxées, sur des cataractes très dures, il n'y a pas de doute qu'il y a des choses qu'on a du mal à faire et qu'on peut faire. Oui, le problème, c'est souvent que c'est plus difficile à leur faire admettre. C'est ça que je voulais dire, mais je suis complètement d'accord avec vous. On va clore. Monsieur Bodagui rajoute quelque chose peut-être sur la cataracte. Peut-être que ça nous permettrait, pour rejoindre les deux bouts, avoir une démocratisation, mais dans l'excellence. Bon, mais écoutez, ça, c'est une jolie phrase, la démocratisation dans l'excellence. Beaucoup moins élégant, je dirais que c'est pas très vendeur d'essayer de développer une machine qui est pour les pas bons, oui, et qui va leur permettre d'être un peu moins mauvais. Voilà. Je voudrais juste on a 2 minutes pour clore le débat sur la cataracte. Je voudrais vous interroger sur quelque chose qui n'est pas vraiment en rapport avec le laser à proprement parler. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir beaucoup de progrès encore dans les implants? Parce que je vois qu'on fait surtout du monofocal. Est-ce que vous ne croyez pas, alors qu'on connaît tous nos lunettes, et j'en porte avec des verres, j'appelle ça géronte, je dis des Varilux, ce qui n'est pas du tout le bon mot. Ça mériterait, voilà. Je pense que ça mériterait une table ronde en soi pour parler des implants intraoculaires et des progrès que nous avons observés durant maintenant une vingtaine d'années. C'est vrai qu'il y a un paramètre psychologique qu'on n'arrive pas encore à dépasser, alors qu'il y a beaucoup d'implants qui sont maintenant disponibles à profondeur de champ, des implants multifocaux, trifocaux, qui sont vraiment beaucoup plus sophistiqués, mais dans l'esprit de l'ophtalmologiste, du chirurgien, la sécurité reste encore l'implant monofocal. Ceci dit, avec comme je l'ai montré, avec la réduction de l'âge au moment où les patients sont opérés, les exigences réfractives, le développement des smartphones, de tout ce qu'on doit avoir comme utilisation visuelle intermédiaire, font que de toute façon, on ne va pas pouvoir y échapper, mais il y a encore un petit pas psychologique et peut-être aussi technologique à faire. Bien, merci beaucoup. Et on va donc donner la parole à Christophe Baudouin, qui, je vous rappelle, est donc chef de service à l'hôpital des 15-20. Alors, je ne peux pas dire devant M. Bodagui la Mecque de l'ophtalmologie en France, mais peut-être vous pourriez nous rappeler, parce que je n'ai plus la date exacte, mais les 15-20, je ne vais pas vous tendre une question piège, c'était en quelle année? C'était 1256. Voilà, je pense qu'il faut dire ça le roi Saint-Louis, à l'époque, a voulu constituer un hospice pour héberger les aveugles, premier exemple probable dans le monde d'un établissement à caractère social. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a été sanctifié, en dehors du fait qu'il a fait 2 croisades, qui n'ont pas d'ailleurs été des réussites. Mais il a voulu aider les aveugles de Paris qui avaient des mauvaises réputations. Il a voulu créer son établissement pour 300 aveugles. Et sachez qu'à l'époque, on comptait en France en vingtaine. On continue d'ailleurs à avoir des restes que les Français gardent jalousement par rapport à nos amis belges et à nos amis suisses. On continue à dire 80 et 90. Donc on compte aussi encore par multiple de 20. Quand on multiplie 20 par un nombre, eh bien on met un S à 20. Et quand on voulait faire 15 fois 20, c'est-à-dire 300 aveugles, ça fait 15-20. C'est juste l'explication à tous ceux qui se demandent pourquoi on a un nom aussi bizarre, intraductible d'une manière générale. Et c'est assez amusant. Il aurait pu le faire pour 400. S'il avait fait pour 400, nous serions l'hospice des 20-20. Et je vous le dis tout de suite, on serait ridicule. Je préfère être mystérieux que ridicule. Alors, je vais parler de la lumière et en particulier du feintosgonde pour remodeler la cornée. Je suis extrêmement honoré, extrêmement fier de pouvoir en parler parce que honorer un physicien prix Nobel récompensé pour ses travaux, je dirais que c'est à peu près normal et classique, et nous sommes tous admiratifs. Mais quand les inventions ou les découvertes de ce physicien permettent
d'avoir des applications aussi fortes. On a parlé de la cataracte, futur qui cherche son présent peut-être, mais en matière de cornée, c'est un présent qui a déjà trouvé son passé. Et donc, pouvoir en parler, c'est évidemment quelque chose c'est un honneur et c'est une manière aussi d'honorer un tel travail. Alors, les lasers pour la cornée, ça subit une double révolution. On a évoqué tout à l'heure le remodelage de la cornée avec les lasers eximeurs. Et il y a les lasers femtosecondes. Alors, les eximeurs, c'est moins 12, 10 puissance moins 12, picosecondes, et lasers femtosecondes, 10 puissance moins 15. Si je vais parler un peu des lasers eximeurs, c'est qu'ils existent toujours. Les femtosecondes n'ont pas éliminé les lasers eximeurs. En revanche, ils se sont parfaitement mariés ensemble. Qu'est-ce que la cornée pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'anatomie du corps d'une manière générale et de l'œil en particulier? C'est une espèce de fenêtre, c'est le hublot par lequel la lumière pénètre à l'intérieur de l'œil, puis quand elle est focalisée sur la rétine, va générer un signal transmis au cerveau, sachant que ces signaux ne sont pas des images, c'est le cerveau qui voit, l'œil n'est que le transmetteur. Mais si le transmetteur ne fonctionne pas, si la cornée est opaque, comme on le voit ici à gauche, eh bien malheureusement, même une excellente rétine ne permettra pas de constituer des images correctes. On peut faire des greffes, on peut remplacer la cornée. À droite, vous avez une jolie image d'une kératoplastie, une greffe de cornée. Mais ce qui va nous intéresser dans cette cornée, c'est son anatomie. Ici, en imagerie, avec les techniques d'imagerie modernes, on peut arriver à avoir des images très fines qui vont permettre de montrer la partie superficielle, celle qui est en contact avec l'environnement. La première ligne blanche n'est pas en fait une ligne anatomique, c'est le film lacrymal qui lisse et recouvre la cornée. Et puis au-dessous, on va retrouver les différentes couches avec les différentes membranes basales d'apport, couches de Bowman, le stroma cornéen, dont la transparence est assurée par l'extraordinaire régularité des fibres qu'il constitue. Vous voyez sur cette imagerie in vivo, c'est chez un patient, et sans le faire souffrir, on voit la magnifique organisation jusqu'à la face endothéliale. Ce qui nous intéresse dans le remodelage cornéen, c'est la partie antérieure, la partie la plus superficielle. Voici une autre technique d'imagerie de profil en microscopie confocale, également in vivo, sans faire mal, de manière non invasive. On peut arriver à voir au niveau cellulaire les différents constituants de cette cornée. Là, je me suis focalisé sur la partie antérieure. Là, vous l'avez de profil et de face l'épithélium superficiel, l'épithélium profond, les nerfs cornéens et le stroma cornéen, celui dont l'organisation assure la transparence. C'est cette partie de la cornée qui va faire l'objet de remodelages, en particulier chirurgicaux. On distingue une chirurgie correctrice, qui est celle qui a le plus bénéficié du laser femtoseconde et des lasers en général, et puis éventuellement une chirurgie cornéenne que je qualifierais de réparatrice, sur laquelle je serai un peu plus rapide. Passons à celle qui corrige, qui s'appelle également chirurgie réfractive, parce qu'elle est utilisée pour corriger des anomalies de réfraction, c'est-à-dire les anomalies qui font qu'une image, ou plutôt que les rayons lumineux qui traversent les milieux oculaires, n'arrivent pas à converger de manière satisfaisante sur la rétine pour former une image nette. La cornée est la lentille la plus puissante de l'œil. Elle assure à peu près 2/3 de la puissance qui permet aux rayons lumineux d'être focalisés au bon endroit. Le cristallin en assure 1/3. On peut jouer sur le cristallin, on peut remplacer le cristallin par une lentille, on le fait de manière totalement courante lorsqu'il y a une cataracte. On va profiter de l'opération de cataracte pour placer une lentille, un implant qui va corriger les anomalies de vision, ce qu'on appelle les amétropies. Mais s'il n'y a pas de cataracte, il n'y a pas de justification à faire une chirurgie intraoculaire. Donc on va jouer sur la courbure de la cornée pour en modifier la puissance, pour rendre l'œil hémétrope, c'est-à-dire un œil qui a une bonne mesure. Par exemple, un œil myope est un œil dans lequel la lumière va se focaliser trop en avant. En fait, c'est l'œil qui est trop long, mais la focalisation de la lumière se fait en avant de la rétine, donc l'image d'un point sera une tache. Si on diminue la puissance de la cornée en la remodelant et en diminuant son épaisseur, on va permettre à la lumière d'être moins focalisée, d'être focalisée un peu plus loin, et donc, si on calcule bien la quantité d'anomalies qu'il faut corriger par le laser et par la correction cornéenne, on va pouvoir focaliser la lumière sur la rétine et rendre l'image nette. On peut le faire sur la myopie, mais on peut aussi le faire pour toutes les amétropies.
Alors, il y a des techniques chirurgicales qui se sont progressivement mises en place. Et si je continue à parler de la plus ancienne, qui pourrait être largement démodée, c'est qu'elle existe toujours. Alors, les sigles sont un peu effrayants, mais la photokératectomie réfractive, c'est le remodelage avec le laser excimer. Je vais évidemment vous donner un peu plus d'explications. C'est le remodelage en surface. Le LASIK, c'est un remodelage qui va se faire toujours avec le même laser, mais à l'intérieur de la cornée. Et pour cela, il faut faire un capot, il faut faire une ouverture de la cornée pour rendre la partie que l'on veut traiter accessible. Le femto-LASIK, c'est l'arrivée du femtoseconde, l'adaptation du laser femtoseconde, pour créer ce fameux capot et en faire la technique qui est aujourd'hui utilisée. Et une adaptation, c'est l'utilisation du femtoseconde exclusif, avec le très joli nom de SMILE, qui n'a pas réellement de rapport avec un sourire, mais qui a été astucieusement trouvé avec un acronyme dont je vous donnerai les détails tout à l'heure. Alors, reprenons les différentes étapes. Le remodelage au laser excimer, c'est celui qui va consister à amincir la cornée pour la rendre moins puissante, ou amincir la périphérie de la cornée pour, au contraire, augmenter la puissance de la cornée centrale, l'une pour corriger la myopie, l'autre pour corriger l'hypermétropie, et éventuellement, toutes les combinaisons sont possibles, puisqu'il y a parfois des irrégularités de la sphéricité de la cornée, et en modulant plus d'un côté sur un axe que sur un autre axe, on va corriger ce que l'on appelle l'astigmatisme. Et enfin, en augmentant la puissance centrale de la cornée, on peut également modifier, créer une pseudo-accommodation, c'est-à-dire augmenter la profondeur de champ, et donc corriger au moins partiellement la presbytie, en tout cas améliorer la qualité de vision dans les zones de près, de moyenne distance et éventuellement de près. Donc, on voit qu'on a une liberté importante en matière chirurgicale pour corriger des anomalies. Le laser excimer, lui, est délivré, c'est une énergie délivrée dans un temps court. On est dans des longueurs d'onde des ultraviolets, donc des hautes énergies, mais dans des temps très courts, de l'ordre des picosecondes. Et donc, l'énergie délivrée va modifier, va rompre les jonctions interatomiques qui constituent des molécules. Donc l'énergie délivrée est plus importante que l'énergie nécessaire pour créer des molécules avec les liaisons des atomes entre eux. Donc la matière va être pulvérisée, atomisée d'une certaine manière, et donc le tissu va disparaître puisqu'on a cassé ces molécules. La photoablation par le seul type de laser va retirer 0,25 microns de tissu. Il suffit de savoir combien de centaines ou de dizaines de microns on veut retirer et à quel endroit, et on voit bien qu'on peut amincir la cornée de la manière que l'on veut. On continue à utiliser ce laser excimer, il n'a pas disparu. Voici la technique du laser excimer de surface. Le problème du laser excimer, c'est qu'il ne pénètre pas en profondeur. Donc il est arrêté en fait par l'eau, et donc les cellules contiennent de l'eau. Donc on va retirer l'épithélium, même si aujourd'hui des essais sont faits pour avoir des ablations tout en traversant l'épithélium. Voici la disparition de la matière grâce au laser qui va être délivré à la profondeur et la surface. Vous voyez la rapidité et on va pouvoir avoir une modulation de la cornée extrêmement rapide. Le problème, c'est que enlever l'épithélium cornéen, c'est créer un ulcère, et un ulcère, c'est très désagréable. Et donc, il y a un problème de confort par rapport à d'autres techniques. Il y a un deuxième problème, c'est qu'on ne peut pas aller très en profondeur parce que sinon on va modifier le stroma cornéen et on s'expose à des risques de cicatrices plus ou moins opaques. C'est pour ça que cette technique est toujours utilisée, mais elle reste limitée à des myopies relativement faibles ou des petits astigmatismes. Parce que le laser excimer traversant mal les tissus, même transparents, il va être bloqué et donc il faut soit rester en surface, soit trouver une astuce pour rendre la profondeur accessible à ce type de laser. Et cette astuce, c'est la création d'un volet qui a permis de développer dès les années 90, au milieu des années 90, la technique dite de LASIK, qui est la technique universellement utilisée actuellement pour ce type d'anomalie. Eh bien, l'idée dans ce cas-là, c'est d'utiliser le laser femtoseconde de la même manière, mais en soulevant la partie superficielle de la cornée à travers ce fameux capot. Cela permet de rendre la profondeur accessible et donc de permettre de moduler la cornée avec, là aussi, les buts que l'on souhaite. On n'a pas d'ouverture superficielle douloureuse puisqu'on n'a pas fait une grande ulcération. En revanche, on va
sectionner tous les nerfs périphériques, ce qui peut constituer un problème sur lequel je reviendrai par la suite. Pas de douleur, grand confort, grande précision, donc une technique qui est quand même universellement utilisée. Tout au début, la découpe de ce capot se faisait de manière manuelle avec un bistouri, c'est-à-dire une lame oscillante qui essayait d'être la plus précise possible pour faire cette découpe horizontale parallèle à la surface de la cornée. Mais cette technique, et c'est rare de pouvoir le dire, a été totalement abandonnée grâce à l'arrivée du laser femtoseconde. Ce laser femtoseconde, on l'a évoqué tout à l'heure, on va être dans des énergies délivrées à des niveaux de temps extrêmement faibles, de l'ordre des femtosecondes, 10 puissance moins 15, 1 millionième, 2 milliardième ou 1 milliardième, 2 millionième de seconde. Et là, on est dans une énergie qui va entraîner une plasmatisation de la matière, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau moléculaire qui se rompt, on est au niveau atomique qui disparaît. Une iodisation de la lumière. En gros, la matière, à l'endroit de l'impact, va se transformer en une espèce de cavité gazeuse. L'intérêt, c'est que ces cavités sont micrométriques, de l'ordre d'1 micron cube, et donc on peut juxtaposer par les systèmes de délivrance qui ont beaucoup progressé, on peut les juxtaposer dans le sens que l'on veut, les empiler, les mettre les uns côte à côte, et si finalement on arrive à mettre côte à côte des cavités de micron cube toutes régulièrement disposées, on a la découpe la plus parfaite que l'on peut avoir. Aucun bistouri ne peut le faire de manière mécanique, puisque l'épaisseur de la découpe sera de l'ordre d'1 micron, de quelques microns, mais en tout cas à peine plus d'1 micron. Donc une découpe horizontale, par exemple, parfaitement calibrée de 1 micron d'épaisseur, ça a évidemment rendu complètement obsolètes les techniques mécaniques. Les systèmes de délivrance se sont considérablement améliorés, ce qui permet dans un temps relativement court de donner les effets que l'on veut donner. Alors voilà un exemple de LASIK. Je l'avais mis sur ma diapositive d'entrée, mais je tiens à dire que ce travail a été fait en collaboration avec le Dr Liam Trinh, qui est un de mes PH, que je remercie chaleureusement. Voilà, la découpe au laser femtoseconde, elle est déjà faite. Ici, le bord de ce qui va être ce fameux capot avec une petite charnière. Alors ensuite, on va décoller progressivement les petits ponts pour pouvoir ouvrir ce fameux capot. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ces microns cubes ne sont pas des dés, ne sont pas des cubes, mais ce sont plutôt des sphères, des cavités. Et donc, il y a des petits ponts de tissu quand même entre les fameuses sphères. C'est pour ça que ces petits ponts, il faut les rompre mécaniquement. Ensuite, laser excimer, et on rabat la cornée par-dessus. Et on a corrigé les anomalies selon des calculateurs et des systèmes qui permettent d'adapter le but au moyen ou le moyen au but. Et puis, un progrès encore plus récent, c'est ce SMILE, ce sourire, Small Incision Lenticle Extraction, qui est une technique qui, elle, est l'évolution du LASIK, mais en utilisant entièrement les capacités du laser femtoseconde. Le principe, c'est de créer une première découpe antérieure, puis une découpe postérieure, et donc de délimiter ce que l'on appelle un lenticule. On va délimiter finalement une espèce de lentille de cornée qui, là aussi, va être calculée d'une épaisseur qui correspond à l'effet qui est souhaité. Et donc, en tout cas sur la myopie où c'est déjà bien opérationnel, cela peut permettre, en faisant une toute petite incision latérale, d'extraire ce lenticule. L'intérêt dans ce cas-là, c'est de ne pas avoir à faire une découpe sur à peu près 300 degrés avec une charnière de 60 degrés, mais l'inverse. On fait une ouverture d'à peu près 60 degrés qui va permettre d'extraire le lenticule et on n'a pas touché aux autres 300 degrés. Un peu plus schématiquement, voilà comment ça se présente. De profil dans une cornée, on va enlever une certaine épaisseur de cornée qui va être délimitée par une incision parallèle à la surface dans la partie antérieure, une deuxième dans la partie postérieure, des jonctions et une petite ouverture latérale qui va permettre d'extraire ce lenticule. D'un point de vue pratique, je vous montre ce film. Voilà, j'ai laissé cette image pour vous montrer que quand même, un laser femtoseconde, ce n'est pas un appareil portatif qu'on met dans la poche, dans une valise. Découpe d'un des plans,
Donc c'est la juxtaposition de ces micro-cavités, le plan antérieur, et il va y avoir une petite incision latérale, là voilà, un petit arc de cercle. Ensuite, on va retirer le système d'immobilisation de l'œil, puisqu'il va y avoir une partie proprement chirurgicale après ce temps préparatoire. Vous voyez, c'est ce qui manque dans la chirurgie de la cataracte. Le fait qu'on puisse faire l'acte suivant dans la foulée de l'acte initial. Là, l'acte suivant va consister à découper, enfin à disséquer ce plan, toujours cette histoire de petits ponts qui font réunir les microcavités, en avant et en arrière. Ça va dégager ce petit lenticule, ce petit ménisque de stroma cornéen. Vous voyez la taille de l'incision, elle est toute petite. Et ensuite, même par une simple extraction avec de la poussée, regardez, voilà le fameux lenticule. Et c'est fini. Il y a des avantages multiples. D'abord, un respect de la biomécanique cornéenne. Le fait de faire une incision de 60 degrés est forcément beaucoup plus conservateur que faire une incision de 300 degrés. C'est universel en chirurgie. Plus l'incision est petite, moins elle traumatise les tissus et en modifie les paramètres, ne serait-ce que les paramètres physiques et les paramètres biologiques au passage. Et puis, il y a cette notion de la sécheresse oculaire. La sécheresse oculaire, elle est la principale complication après une chirurgie réfractive, et en particulier après l'ASIC. Parce que lorsqu'on fait une incision, comme vous voyez à gauche, une incision ici de 300 degrés, on a sectionné les nerfs cornéens sur 300 degrés. Alors, il repousse, que ceux qui sont candidats à la chirurgie réfractive ne soient pas effrayés. Ça repousse, tout va bien, il y a très peu d'ennuis. Mais parfois, certaines personnes qui présentaient souvent avant l'opération une certaine sécheresse oculaire, par exemple les porteurs de lentilles de contact qui arrêtent de porter des lentilles parce qu'ils ont les yeux secs, ils sont des bons candidats à cette chirurgie, mais malheureusement, ils ont déjà les yeux secs. Et cette section des nerfs cornéens, même si l'amélioration se fait au bout de quelques mois, peut être une source d'inconfort et parfois, certaines personnes continuent à se plaindre de sécheresse oculaire assez désagréable dans les suites. La technique du smile, en réduisant la taille de l'incision, les fameux, ici, 60 degrés au lieu des 300, permet de respecter beaucoup plus les nerfs cornéens. Et c'est un travail qui avait été fait dans l'équipe, et je rends hommage à Alexandre Denoyer, qui est maintenant professeur à Reims et qui avait travaillé chez nous. Et nous avions réussi à montrer qu'il y avait effectivement moins de sécheresse avec cette technique. Malheureusement, cette technique n'est pas adaptable à tous les cas et à toutes les amétropies, donc il y a encore des progrès, et on est confiant sur le fait qu'on reculera encore les limites de cette technique. Maintenant, quelques mots un peu plus rapides sur la chirurgie cornéenne réparatrice, celle qui va essayer de corriger les anomalies anatomiques. La plus fréquente, c'est une maladie qu'on appelle le kératocone, qui touche beaucoup les jeunes. Donc il a un intérêt plus particulièrement important parce que ça peut entraîner des invalidités extrêmement importantes chez des gens de l'ordre de 20-25 ans. C'est un bombement avec un amincissement progressif de la cornée qui entraîne cet aspect conique de la cet aspect conique de la cornée que vous voyez ici de profil sur cette photo, et des déformations qui peuvent se mesurer avec cet aspect également en image, les fausses couleurs rouges montrant le côté très très bombé d'une cornée et les couleurs bleues montrant plutôt une cornée aplatie. Alors il faut essayer d'aplatir cette cornée, d'essayer de la rigidifier pour éviter qu'elle devienne de plus en plus bombée et essayer de retarder ou d'éviter le recours à la greffe de cornée, qui est une solution, mais qui quand même est un cran au-dessus dans le côté un peu agressif. Et une technique un peu astucieuse qui avait initialement été développée pour essayer de corriger des anomalies de vision, des amétropies, mais qui finalement a été abandonnée, mais a connu une nouvelle vie avec le kératocone. Ça consiste à aller glisser un anneau rigide à l'intérieur de la cornée pour la rendre plus raide. La découpe se faisait initialement avec des systèmes mécaniques, mais faire un tunnel à l'intérieur de la cornée, c'est quand même assez compliqué avec des bistouris. Le laser femtoseconde est absolument génial, inimitable, et évidemment a balayé aussi toutes les tentatives techniques qui existaient à ce sujet. Une vidéo, on va découper au laser femtoseconde le fameux tunnel. Alors il y a une petite ouverture verticale qui va permettre de glisser les anneaux, et le tunnel, alors voilà, c'est fait. Vous avez vu donc cet anneau intracornéen qui s'est constitué sans ouvrir la cornée, une toute petite ouverture transversale que vous voyez là et qui permet d'enfiler ce segment d'anneau. On peut en mettre un, on peut en mettre deux, un de côté, un de l'autre,
qui va rigidifier la cornée. Et donc, le traumatisme est minime puisqu'on sait exactement à quelle profondeur l'administrer, sur quelle longueur, sur quelle largeur. Voilà en imagerie le type de résultat que ça peut donner. Ces anneaux triangulaires, noirs ici, puisqu'ils sont transparents, qui vont créer une armature qui va rigidifier cette cornée. La greffe de cornée, ça a été évoqué tout à l'heure, avec les lasers femtosecondes. Eh bien oui, ça peut permettre de découper, alors soit de découper en surface pour créer ce qu'on appelle des kératoplasties lamellaires, où on ne va changer qu'une partie de la cornée, ou en verticale pour renforcer l'incision circulaire pour des kératoplasties dites transfixiantes, c'est-à-dire la totalité de la cornée. Donc on va avoir une aide à la découpe, une aide qui peut apporter quelque chose de tout à fait utile pour la reproductibilité de la technique chirurgicale et avoir une meilleure adéquation entre les différents tissus. Je vous montre ici une technique très nouvelle, à nouveau sur le kératocone, qui est une technique de renforcement. Alors elle est suffisamment originale pour que je vous la montre. C'est une technique qui va consister à renforcer l'épaisseur de la cornée en faisant là aussi une incision horizontale parallèle à la cornée qui va être une sorte de sac et donc de zone dans laquelle on va pouvoir insérer un lenticule de cornée. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on enlevait un lenticule. Et bien là, il s'agit d'en mettre un pour épaissir une cornée qui est trop mince. Donc on va retrouver un peu les mêmes principes. On va rouvrir le fameux tunnel qui a été pratiqué. Toujours ces ponts qui restent quand même une petite limite à la chirurgie, mais bon, qui sont une petite difficulté chirurgicale sans gravité. L'incision et un lenticule a été créé sur un donneur, sur une cornée donneuse, et ce lenticule, qui est un fragment stroma, va pouvoir être mis en place à l'intérieur. Là, il est un peu opaque parce que ça vient d'un donneur, mais après, il va se transpariser. Le but est d'épaissir la cornée pour la rendre plus raide, plus solide, éviter qu'elle continue à se déformer et, autant que possible, retarder le recours à la greffe de cornée. Alors, on arrive à des développements, on arrive à la conclusion, des développements qui sont en cours. On a dit qu'il y avait des choses fantastiques qui avaient déjà été faites, des techniques qui avaient été balayées par les progrès techniques, d'autres techniques, par exemple pour la cataracte, on était encore un peu en recherche de la bonne technique, la bonne technologie. Alors je voudrais rendre hommage à une autre équipe française, l'équipe de Saint-Étienne, avec des physiciens et avec des ophtalmologistes, qui, plus un entrepreneur dynamique qui s'était déjà fait remarquer dans d'autres technologies et qui là a cru à ces développements de laser femtoseconde avec des développements qui sont déjà au stade de prototype, donc déjà en utilisation chez l'homme, encore très limité, mais en cours de progression pour la cataracte et qui va arriver bientôt pour la cornée. Quelle est l'innovation technologique? C'est toujours du laser femtoseconde, c'est toujours les mêmes principes des microcavités. C'est le système de délivrance qui change. En quoi cela consiste? Tout simplement non pas à délivrer à chaque impulsion un impact de laser qui va faire sa microcavité plasmatique, gazeuse, et puis en les juxtaposant, on va avancer de proche en proche. C'est ce qui est illustré ici sur la partie droite, où il va falloir faire un cheminement que le laser dans la délivrance du laser, mais en réalité de faire un type d'impulsion de type matriciel. C'est-à-dire que sur la même impulsion, il va y avoir plusieurs impacts qui vont être déclenchés. Et leur juxtaposition va permettre de gagner un temps considérable, c'est ce qui se passe ici, et on gagne à peu près un facteur 20. Alors, c'est là que c'est intéressant. Aller 20 fois plus vite n'a absolument aucun intérêt lorsque je vous ai montré les techniques en vraie vie. Qu'une technique soit délivrée en 30 secondes ou en 3 secondes, voire en 1 seconde et demie, n'a aucune espèce d'intérêt. En revanche, si on peut en donner beaucoup plus dans le même temps, on peut arriver à des résultats comme cela, ça c'est de la cataracte, on peut arriver à des résultats où à force de faire un nombre 20 fois plus important de microcavités, on peut quasiment modifier le tissu et la qualité du tissu presque en le liquéfiant, puisqu'on va en faire que des cavités gazeuses dans un volume que l'on a prédéterminé. Et donc, c'est quelque chose qui sera très certainement l'avenir. Donc, les lasers femtosecondes pour la chirurgie de la cornée, oui, c'est absolument incontournable et c'est rare qu'il y ait des exemples comme cela où une technologie a réussi à balayer des techniques qui étaient déjà a priori bien en place.
Ça a supplanté tous les aspects manuels et mécaniques. Des applications sont multiples. Les découpes sont d'une précision qu'aucun bistouri ne sera jamais capable de faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça permet d'aller plus loin parce qu'on peut faire des choses que l'on ne pouvait pas faire avant. Ce n'est pas uniquement faire mieux que ce qu'on faisait avant, c'est faire plus. Et l'avenir avec ces ces systèmes de délivrance ultra rapides qui vont permettre de liquéfier les tissus carrément, eh bien, je vous ai montré le smile, petite incision pour enlever un lenticule. Eh bien, probablement dans pas très longtemps, on sera capable de liquéfier le tissu, on n'aura plus qu'à l'aspirer. Et on réduira encore un peu plus le traumatisme. Donc, les applications sont multiples et c'est un vrai bonheur de pouvoir rendre hommage à un des co-inventeurs d'une technologie qui a révolutionné notre chirurgie. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, Monsieur Baudouin, de cet exposé extrêmement fascinant. Je dis pour mon voisin de gauche, son sujet était plus facile parce qu'il y a des applications plus importantes, mais vous l'avez fait avec beaucoup de talent et je pense que pour même les gens qui ne sont pas des spécialistes, on a compris. J'ai une question sur le chat, mais moi j'ai une question très personnelle, je trouve. Dans toute cette chirurgie réfractive et même toute cette chirurgie, on doit calculer. Je voudrais juste que vous donniez un petit mot pour rassurer les gens, j'allais dire, comment on calcule qu'on doit enlever 2 microns, 4 microns, un demi-micron, parce que c'est pas très clair à comprendre pour le commun des mortels de dire je vais faire opérer mon fils ou de la myopie, mais combien je lui enlève? Ça, c'est ma première question. Oui. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut, la chirurgie des hypermétropes, est-ce qu'on peut implanter quelque chose aussi ou pas dans la cornée, ou c'est pas du tout le système, c'est pas du tout logique? Voilà, je vous écoute sur ces deux questions. La première question. Que ceux qui sont candidats ou qui ont eu ce type de chirurgie se rassurent, c'est pas du tout lié au hasard. Il n'y a pas de je vais faire un petit peu, puis si ça suffit pas, j'en fais un peu plus. Non, il y a des calculateurs qui sont très très précis, puisque l'ablation au laser excimer, elle existe depuis la fin des années 80. Donc il y a eu des améliorations successives dans les calculateurs qui vont dépendre de différents paramètres, les rayons de courbure de la cornée, l'épaisseur de la cornée, et on sait très bien que si l'on enlève tant de microns sur une épaisseur de cornée, on va réduire la puissance de la cornée de tant de dioptries. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très précis. Et vraiment, la précision, alors ce n'est pas le laser lui-même qui crée cette précision, c'est les calculateurs. Mais ça, c'est quelque chose qui est très au point. Alors après, ce que vous avez évoqué, c'est la chirurgie d'implantation. Effectivement, des tentatives ont été faites. Et là, on peut utiliser les systèmes de capot, des systèmes de tunnels qui ont été, tels que je les ai montrés tout à l'heure, pour implanter un matériel supplémentaire pour corriger certaines anomalies. Alors, hypermétropie, myopie, astigmatisme, ça marche quand même très bien. C'est la presbytie qui est un peu le problème. Alors, il y a différentes tentatives qui ont été faites, faire des anneaux, faire des inlays, c'est-à-dire des implantations de systèmes de genre d'implants qui vont resserrer les rayons lumineux dans un trou qu'on appelle un système sténopéique. Bref, des systèmes pour augmenter la profondeur de champ. Autant le laser femtoseconde a balayé tout ce qui existait avant, autant ces techniques d'inlay, d'implantation et d'insertion de matériel supplémentaire n'ont rien balayé du tout. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je vais donner ensuite la parole. Il veut poser une question à M. Baudagui. J'ai juste une question. Je me tourne vers tous les trois. Enfin, c'est peut-être vous deux qui allez répondre. J'ai une question de M. Morvan, qui est membre de notre académie, qui me demande quel est le prix d'un laser femtoseconde par rapport à un système laser, entre guillemets, conventionnel. Je pense qu'il pense au LASIK. Voilà. Un laser femtoseconde, ça se monnaie autour de 300 000 €, que ce soit pour la cataracte ou que ce soit pour les chirurgies réfractives. Ça peut être un peu plus cher quand on fait pour la chirurgie réfractive, comme il faut 2 lasers, on double le prix. Alors après, il y a aussi un détail sur le consommable, puisque pour la cataracte, par exemple, actuellement, on commençait il y a quelques années, comme disait le professeur Baudouin, autour de 300 € pour le consommable. Les prix sont en train de baisser, bien sûr, mais ça me permet de faire la remarque entre la cataracte et la chirurgie réfractive. Il y a quand même une différence, c'est que les actes de cataracte sont remboursés. Et donc, la participation, je crois que c'est aussi un élément à prendre en compte pour, au moins en France, se dire qu'on a besoin de faire passer quelques arguments supplémentaires avant que cette procédure soit remboursée.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on va partir aux États-Unis, rejoindre si la technique dit que c'est faisable, il n'y a pas de problème. Pour introduire M. Sahel, je voudrais d'abord le remercier d'être là, de faire un effort pour nous parler alors qu'il est... disons que le décalage horaire est dans le bon sens. C'est la seule chose que je pourrais dire. Beaucoup de gens connaissent la réputation du professeur José-Alain Sahel, qui était au 15-20 d'ailleurs, qui ensuite a créé l'Institut de la Vision, qui est membre qui est toujours un ami des 15-20 et le bienvenu au 15-20. Il ne nous a pas quittés pour autant. Qui est membre également, qui est membre de l'Académie des sciences et qui s'est énormément investi dans la réparation, on va dire, de la rétine, et avec un désir absolu d'essayer de faire voir les aveugles et les malvoyants. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, peut-être qu'ils vont les rappeler, mais ça va jusqu'à pratiquement 100 000 malvoyants moyens, et si on inclut les malvoyants totaux, si on inclut 200 000. Je voudrais faire un rappel, Monsieur Sahel, si vous me permettez, parce que l'un des orateurs précédents a dit quelque chose qui me paraît extrêmement important pour les auditeurs, c'est bien faire comprendre que ce n'est pas avec l'œil qu'on voit. Et ça, c'est très important, notamment pour les aveugles de naissance par rapport aux aveugles secondaires, puisqu'il faut effectivement que la lumière arrive au niveau de la rétine, et vous allez nous parler de la rétine, mais il faut que derrière la rétine, il y ait absolument les nerfs qui conduisent au centre de la vision. Il faut ensuite qu'il y ait un apprentissage de la vision. Et c'est un petit aparté que je fais pour dire qu'il est très important, et c'est les progrès. On a fait un mardi sur la surdité, et j'insiste là aussi sur une petite chose qui me tient à cœur, c'est le dépistage des enfants de leur trouble visuel, puisque si on a un œil qui ne marche pas, on ne va pas développer le cerveau et on ne pourra jamais voir. Et donc, je vous donne la parole parce que vous allez sûrement nous commenter aussi la réparation de la rétine, qui est sûrement très différente entre un ancien voyant, si je peux me permettre de le dire comme ça, et un malvoyant de naissance. Voilà, Monsieur Sahel, on est très honoré de vous écouter et on vous donne la parole. Je vous remercie. Je suis moi aussi très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir pu rencontrer M. Mourou, que j'admire énormément, puisqu'il a vraiment été l'inventeur d'une technologie qui a changé beaucoup de choses en ophtalmologie. Alors, pas dans mon domaine qui est la rétine, mais peut-être on a commencé à en discuter. Donc, je vais vous parler d'approches que nous avons développées au cours des 2 dernières décennies, surtout la dernière décennie, sur la possibilité d'essayer de restaurer une partie de la vision chez des patients porteurs de maladies rétiniennes. Donc ce travail il a été fait à l'Institut de la Vision, et je vais vous rappeler simplement que la vision commence au niveau de la rétine, enfin la focalisation sur la rétine, au niveau des photorécepteurs qui absorbent la lumière. Le signal est ensuite traité dans la profondeur de la rétine et il est ensuite envoyé vers le cerveau, qui est, comme vous l'avez rappelé, l'organe visuel, puisque c'est là que les images sont formées, interprétées et permettent de conduire à une perception intégrée. Alors, les pathologies qui vont toucher la rétine vont en particulier toucher les photorécepteurs, donc les cellules qui captent la lumière, donc celles que vous voyez en couleur dans la profondeur de la rétine, et qui vont transformer les photons en un signal électrique. Ce signal électrique il est ensuite traité par les milliards de neurones et les centaines de milliards de connexions dès la rétine, qui fait partie du cerveau. C'est-à-dire que c'est vraiment une partie à la fois sur le plan embryologique et sur le plan connectivité du cerveau. Et si ces photorécepteurs disparaissent, cette connectivité va persister, au moins en partie, mais le patient ne sera pas capable de percevoir la lumière et donc sera considéré comme aveugle. Il y a beaucoup de pathologies qui font perdre les photorécepteurs. La plus fréquente et la plus connue, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est devenue la première cause de malvoyance et de cécité dans les pays, dans l'ensemble des pays d'ailleurs, puisque la population vieillit partout, fort heureusement. Mais d'autres pathologies vont aboutir à une perte encore plus diffuse des photorécepteurs, comme la rétinopathie pigmentaire, qui touche en France à peu près 30 à 40 000 personnes et à peu près 2 millions de personnes dans le monde. Dans les deux cas, on se retrouve avec la perte du photorécepteur, donc la capacité de capter la lumière, mais encore une possibilité de traiter l'information au niveau du reste des circuits visuels jusqu'au cerveau. Et c'est ça que nous avons essayé de capitaliser dans différentes approches. Si on regarde la progression de la maladie au cours du temps, on s'aperçoit que les photorécepteurs vont disparaître, mais que le reste de la rétine, comme on le voit sur ce qu'on a appelé le stade 4 à droite, va continuer à être là, et surtout la connexion vers le cerveau. Et c'est là que dans le continuum de technologies qui ont été développées dans le monde au cours des dernières années, en particulier à l'Institut de la Vision, que ce soit la thérapie génique, la neuroprotection, la thérapie cellulaire, 2 techniques permettent vraiment d'envisager de remplacer les photorécepteurs, une qui s'appelle l'optogénétique et l'autre les prothèses. Alors
l'optogénétique, je vais y revenir. Je vais commencer par les prothèses et je vais vous décrire rapidement le rationnel de ça. Les prothèses, c'est cette idée que puisque la lumière va entraîner un signal électrique par l'intermédiaire de l'absorption par un photorécepteur, pourquoi ne pas directement envoyer un signal électrique au cerveau? Alors ça peut être fait au niveau de la rétine, et c'est ce que nous avons fait à partir de différents types de prothèses. Dans un premier temps, nous avions collaboré avec une entreprise américaine, Second Sight, et utilisé des prothèses qui vont se placer sur la surface de la rétine et stimuler les cellules ganglionnaires qui forment le nerf optique. Puis nous avons développé nos propres prothèses en collaboration avec l'université de Stanford, et je vais en parler. D'autres ont essayé de stimuler le nerf optique directement, mais les fibres optiques sont tellement proches les unes des autres, les plus d'1 million de fibres optiques, que la résolution est très faible. Et puis, des travaux importants sont dans nos équipes et dans d'autres équipes pour essayer de stimuler directement le cerveau, c'est-à-dire en fait d'aboutir à ce que les neurones du cortex visuel qui vont traiter l'information visuelle reçoivent directement un signal. Et ça, c'est un domaine très prometteur. Il y a eu des tentatives assez désastreuses dans le passé, mais les technologies ont beaucoup évolué, même si ça n'est pas encore immédiatement efficace. L'exemple que je vais vous montrer, c'est celui d'une prothèse qui a été développée en partenariat avec l'université de Stanford, Daniel Palanker, qui est en bas à gauche, et puis mes collaborateurs à l'Institut de la Vision, Serge Picot, et le professeur Safran de Genève, qui travaille avec nous depuis des années. Donc l'idée, c'est de remplacer la mosaïque de photorécepteurs par une mosaïque de petits capteurs, de diodes, qui vont absorber la lumière, une lumière émise par le laser. On n'est pas dans le femtoseconde, mais on est encore dans la lumière laser, et c'est donc vraiment la lumière pour stimuler la vision. L'idée, c'est de reproduire une partie de la maille des photorécepteurs, sachant simplement que nous avons des dizaines de millions de photorécepteurs dans la rétine et qu'on ne va pouvoir implanter qu'un petit nombre de diodes sous la rétine. Cependant, je vais vous montrer un exemple de ça dans la diapo suivante, sur une des premières patientes implantées en France avec ce travail qui nous a pris très longtemps à développer. Ici, vous voyez la prothèse elle-même avec des petites alvéoles qui correspondent chacune à un système de diodes qui va avoir un amplificateur et chaque électrode est indépendante. Et ce panel est implanté sous la rétine. Et ici, vous voyez la première patiente implantée en France. On a été le premier pays au monde à utiliser cette technologie à partir d'une start-up française. Et la patiente est donc capable de lire, alors on n'a pas le son, mais est capable de lire des mots. Et elle va avoir une acuité visuelle qui va être d'à peu près 20/425 centièmes. La théorie, c'est que la résolution qu'on peut atteindre est de 24 centièmes, ce qui correspond au seuil de cécité légale défini par l'Organisation mondiale de la santé. Et on a pu montrer, on va publier bientôt, qu'en utilisant des systèmes de traitement de l'information, c'est-à-dire simplement de zoom par exemple ou d'augmentation du contraste, on va atteindre des acuités visuelles qui sont pas loin de 1 dixième, voire 2 dixièmes, donc des acuités visuelles qui deviennent des acuités visuelles utiles. Donc quelques patients ont été implantés dans une étude pilote en France. Maintenant, une autre étude est en cours dans mon service aux États-Unis sur un autre groupe. Et il y a surtout une étude multicentrique européenne d'enregistrement qui va commencer sur cette technologie. Alors évidemment, la résolution est limitée par le nombre d'électrodes et il y a d'autres technologies qu'on a essayé de développer pour avoir plus de résolution au niveau de la rétine. La diapositive suivante, c'est une technologie qu'on appelle l'optogénétique. Donc là encore, on va cibler un groupe de patients chez lesquels, comme on le voit sur ce continuum de dégénérescence, il n'y a plus de photorécepteurs, mais il reste un ensemble de neurones de la rétine, et on va les qualifier, ces neurones, soit de neurones intermédiaires, soit de neurones dormants. Et je vais vous montrer un travail qu'on avait conduit il y a une dizaine d'années dans une collaboration avec le professeur Roska à Bâle. Donc on a utilisé des protéines qui sont issues du règne animal et même du règne végétal et même en dessous. Ce sont des protéines qui comportent un couplage entre l'absorption de la lumière et la génération d'un signal électrique, soit par l'intermédiaire d'un canal ionique, soit par l'intermédiaire d'une pompe. Donc ça résulte d'une évolution assez complexe de la capture de la lumière jusqu'à la sophistication que nous avons dans la rétine. Donc c'est un système très rudimentaire mais extrêmement robuste qui a par contre comme inconvénient de ne pas avoir toute l'amplification de la lumière qu'on a dans la rétine. Pour rappel, dans la rétine, un photon, lorsqu'il est absorbé, va générer 1 million de réactions photochimiques, ce qui est évidemment tout à fait colossal, et ce qui n'est pas possible avec ce système. Cependant, comme je vais vous le montrer, on peut pallier cette absence d'amplification et d'adaptation au niveau de lumière. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces protéines, de les implanter dans les cellules de la rétine. Alors on a ciblé au départ un premier type cellulaire qui sont ce qu'on a appelé les cônes dormants, c'est-à-dire des photorécepteurs qui ont dégénéré, donc qui ne reçoivent plus la lumière, mais qui sont encore connectés, ou alors les cellules ganglionnaires, celles qui sont en bas en bleu, qui vont correspondre aux cellules qui forment le nerf optique.
Donc, je vais vous montrer un premier travail qui avait permis de montrer par une équipe de collègues à Detroit qu'on pouvait activer les cellules ganglionnaires. Et ça avait été assez intéressant. Simplement, l'intensité lumineuse qui était nécessaire était colossale. Et il y a eu un essai clinique qui, pour l'instant, n'a pas donné d'informations particulières à partir de cette technologie. Donc, nous, on a cherché plutôt, dans un premier temps, à activer les photorécepteurs à cônes. Et pour faire cela, on a utilisé un système qui va utiliser cette idée que les cônes n'ont pas complètement dégénéré. Donc les cônes, ce sont les photorécepteurs qui fonctionnent à la lumière du jour. Ce sont les photorécepteurs qui sont responsables de la vision centrale et de la vision colorée. Et dans des stades avancés de la maladie, il reste un groupe important de patients qui a encore ces cônes, mais qui sont considérés comme dormants. Ils ne fonctionnent plus, ils ne reçoivent plus la lumière, mais ils sont encore connectés. Donc l'idée, ça a été d'activer ces cônes dormants. Et pour ça, donc avec Botton Rosca, qu'on voit ici en bas à droite, l'idée, ça a été de faire exprimer dans les cônes restants dans la rétine, ici chez un modèle de souris, des protéines sensibles à la lumière dont je vous ai parlé. Donc ici, c'est une pompe ionique qui va être couplée, donc une pompe à chlore, qui est couplée à un chromophore, donc qui va absorber la lumière. Et on a montré qu'on pouvait déclencher des réponses électriques au niveau des photorécepteurs. On a pu ensuite montrer dans cet article qu'on a publié il y a une dizaine d'années qu'on pouvait enregistrer au niveau des cellules ganglionnaires une activité électrique, et de façon plus importante encore, on a pu montrer qu'il y avait un comportement visuel. Cependant, quand on a voulu transformer ça en un essai clinique, on s'est aperçu qu'il fallait optimiser la construction. Et pour ça, ça implique des travaux très importants de thérapie génique qui ont été conduits à l'Institut de la Vision par Denise Dalcara, qui a pu montrer on pouvait optimiser la construction du vecteur, donc comment cibler les cellules de la rétine. Donc le vecteur, c'est comme un porteur. En général, ça vient d'un virus désactivé qui va permettre d'apporter le code génétique pour la protéine. Pour ça, on peut aussi décider de choisir la meilleure expression possible, la concentration qui va être utilisée et le mode d'injection chirurgicale dans la rétine. Donc tous ces travaux ont été menés au cours des dernières années et ont permis d'améliorer le mode d'injection sous la rétine de ce produit en une injection très très douce, en améliorant aussi le vecteur, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi la façon d'exprimer les protéines. Et en faisant tout ça, on arrive à un signal électrique qui peut être enregistré au niveau des cônes et au niveau de la rétine interne, qui a l'avantage d'être assez physiologique et surtout de pouvoir correspondre à des fréquences extrêmement rapides et donc une capacité de réponse avec une quantité de vecteurs injectés relativement basse. Donc ça, cette technologie a été encore optimisée récemment par Denise Dalcara et un essai clinique est en préparation. Cependant, on a aussi voulu s'adresser aux patients pour lesquels il n'y avait plus de cônes dormants et donc on est revenu à cette idée de cibler directement les cellules ganglionnaires. Quand on analyse par une technologie optique aussi la rétine chez les patients porteurs de rétinopathie pigmentaire avancée, on voit sur la gauche, en orange, qu'il reste des cellules ganglionnaires même à des stades très avancés de la maladie. D'où l'idée d'activer ces cellules ganglionnaires, comme l'avaient proposé les premiers auteurs que j'ai cités, Bi et Pan en 2006, mais en optimisant considérablement la technique. Pour ce faire, ce qu'on voulait, c'est réduire la quantité de lumière à envoyer dans l'œil pour éviter la phototoxicité. Et on a décidé d'utiliser un système qui soit beaucoup plus phototolérant, on va dire tolérable par la rétine, c'est-à-dire plutôt dans les longueurs d'onde basses, et donc en allant plus dans les ondes basses comme le rouge. Et donc on a essayé d'avoir un système qui soit plutôt vers le rouge. Donc on a collaboré avec Ed Boyden au MIT pour utiliser une protéine qui s'appelle Crimson Air, qui est dans le rouge, et on a pu ensuite optimiser la construction qu'on va voir maintenant, et montrer qu'on pouvait avoir une forte transfection, donc une forte infectivité au niveau des cellules de la rétine et une forte activité par rapport à ça. Et on a pu ensuite modéliser l'absorption de la lumière avec ce type de protéines, ce qu'on voit sur cette diapositive qu'on va passer pour vous montrer que quand on modélise le traitement de l'information au niveau de la rétine, ce qu'on voit ici sur une rétine ex vivo qui est donc extraite et qui va être activée avec ici une barre mouvante, on a une résolution qui est pixel par pixel de très bonne qualité. Et quand on modélise le traitement de l'information par la rétine, on arrive en fait à lui apprendre à lire. On va essayer de décoder ce que les réseaux de neurones vont pouvoir faire pour pouvoir lire des caractères, des lettres, des formes, etc. Ce qu'on voit sur cette diapositive en fonction de l'activité qui est enregistrée au niveau de la rétine interne, donc au niveau des ganglionnaires. Et quand on a modélisé ça,
on a pu faire lire la rétine, si vous voulez, en analysant le signal qui était là, avec différentes formes, des X, des O, des carrés. Et ça donne, c'est un papier qui en fait sort ces jours-ci dans un des journaux du groupe Nature, ça donne une modélisation qu'on a déjà publiée du signal. Et surtout, ça donne une acuité visuelle qui va être, en théorie, supérieure à 1/10, voire 2/10, voire peut-être 3/10. Donc il y a un essai clinique qui est en cours, et pour développer cet essai clinique, il a fallu pallier un problème que j'avais évoqué au début, c'est qu'il faut compenser l'amplification de la lumière que réalise normalement la rétine grâce à la complexité du système de la transduction dans la rétine. Et pour ça, on a utilisé un système externe, on a développé un système de lunettes couplées à des caméras qui sont bio-inspirées, c'est-à-dire qui fonctionnent comme la rétine, qui vont envoyer un code correspondant à un code de type neural, et des impulsions lumineuses encore, cette fois une fois au laser, en rouge, dans une longueur d'onde de 590 nanomètres, qui vont stimuler directement cette protéine rouge qu'on a envoyée dans la rétine. Donc la thérapie qui a été développée, c'est une thérapie qui va combiner une biothérapie, donc une thérapie en thérapie génique qui est injectée dans l'œil chirurgicalement, et un système de stimulateurs par des lunettes bio-inspirées qui vont pouvoir stimuler de façon sélective les cellules ganglionnaires avec cette approche-là. Donc un essai clinique a commencé il y a maintenant 1 an et demi, qui a été assez ralenti par Covid. Il y a déjà 7 patients qui ont été inclus avec une très bonne sécurité, et on espère publier très très bientôt les premiers résultats encourageants chez les patients de cette approche. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au cours des années, et je n'ai évoqué que 2 des approches, la thérapie génique correctrice, la protection des cellules restantes, la réactivation des cellules encore vivantes dans la rétine, les prothèses rétiniennes permettent d'espérer, dans les années qui viennent, de restaurer une partie de la vision, de protéger la vision restante chez des patients atteints de maladies qui jusqu'ici ont été considérées comme cécitantes, donc intraitables. Et ça, c'est le début d'un chemin. On a encore beaucoup de travail devant nous. J'ai l'habitude de dire que ce n'est que la fin du commencement. Il y a encore vraiment beaucoup de travail. Et ce travail est le travail de beaucoup de gens. Sur la diapo suivante, j'ai listé une partie des collaborateurs à Paris, à l'Institut de la Vision. Je mentionne en particulier Serge Picot, Yann Stubel et Denise Dalcara, mais aussi beaucoup de collaborateurs internationaux comme Boton Rosta que j'ai évoqué pour développer ces approches au service des patients. Mais il ne faut pas oublier aussi le rôle des industriels. Ça a été souligné pour le femtoseconde. C'est le cas aussi pour ces approches-là. Sans les outils de développement industriel, il n'est pas possible d'amener ces thérapies vers les patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sahel, pour cet exposé à la fois compliqué, mais à la fois relativement clair, même s'il y a des choses qui sont parfois difficiles à comprendre, puisque vous savez qu'on est souvent avec le grand public, mais je crois qu'on peut retenir quand même ces différentes approches. Il y a un problème, vous l'avez bien dit, c'est que les systèmes de rétine artificielle avec le nombre de diodes restent effectivement quelque chose d'assez limité quand même, parce que vous avez dit également dans la deuxième partie, et je réinsiste là-dessus, il ne faut pas donner de faux espoirs, c'est pour faire voir à des gens qui sont malades, qui perdent la vue. Et ça, c'est l'essentiel pour le moment de vos recherches. Est-ce que parmi les gens qui sont à la table, puisqu'on a 2 brillants ophtalmologistes, si je peux me permettre de dire de chirurgiens ophtalmologistes, est-ce que vous avez des questions très précises à M. Sahel qui vous trottent dans la tête? Alors non, moi je vais juste demander, dans ce cas-là, dans le dernier essai, quelle est la sélection de vos patients? J'ai pas tout à fait... C'est des gens qui ont essentiellement une rétinite pigmentaire, ou vous avez des DMLA aussi, les deux? Non, alors le premier essai sur la prothèse, ce sont des patients porteurs de dégénérescence maculaire liée à l'âge qui ont perdu leur vision centrale. Le deuxième essai, c'est dans la rétinopathie pigmentaire, c'est des patients qui sont aveugles, qui ne voient qu'un tout petit peu de lumière, qui sont complètement aveugles, et l'objectif, c'est de leur rendre un peu de vision utile. Alors ce sont des gens qui ont vu dans l'enfance, par rapport à votre point de départ, c'est-à-dire que leur cerveau a appris à voir dans l'enfance, ils ont ensuite perdu la vision au cours du temps, et donc il faut d'ailleurs qu'ils réapprennent à voir. Ce qui est important, que je n'ai pas souligné, c'est qu'il y a une phase de rééducation aussi bien après les prothèses rétiniennes qu'après ces traitements par optogénétique pour que le cerveau se réapproprie les stimulations qui lui sont données. Et est-ce que vous envisagez d'autres photochromes, si je peux utiliser ce mot-là, je ne sais pas s'il est parfait pour vous, mais en dehors de la lumière, l'infrarouge ou d'autres, est-ce que vous voyez d'autres solutions qui peuvent s'envisager et d'autres couleurs ou pas du tout?
Alors on a le rouge est vraiment c'est la partie la plus basse du spectre absorbé donc on peut aller un peu vers l'infrarouge qui est aussi en partie absorbé, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, mais c'est difficile d'aller plus loin. Par contre, on a aussi travaillé sur d'autres approches avec des ultrasons. On travaille beaucoup avec les physiciens de l'Institut Langevin qui sont installés à l'Institut de la Vision là-dessus. Et il y a encore d'autres approches qui ont été proposées pour aller vraiment beaucoup plus loin dans le spectre infrarouge avec la limite de l'absorption possible. Mais disons que l'avantage de la lumière, quand même, c'est que la précision est plus importante qu'avec les ultrasons, même si la pénétration est moins bonne, c'est quand même le plus important. On a aussi tout un programme, plusieurs programmes de stimulation directement du cerveau par insertion d'électrodes ou par l'optogénétique. Là aussi, avec ce problème de pénétration en profondeur de la lumière, qui est meilleur avec l'infrarouge qu'avec le rouge. Et on a développé, par exemple, un système de guide optique pour arriver à pénétrer dans la profondeur, puisqu'il faut atteindre des couches du cerveau qui ne sont pas tout à fait à la surface. Et là, c'est vrai que je serais très intéressé de l'approche de l'éminent physicien qui est à la table aujourd'hui pour ça, parce que je pense qu'on peut sans doute réfléchir à des approches beaucoup plus performantes pour ça. Je n'ai jamais entendu parler, alors c'est peut-être une question complètement de béotien et naïf, je ne vous entends jamais parler de la température des couleurs. Et on ne peut pas en faire quelque chose de la température des couleurs? Je m'excuse de poser ça bêtement, hein. Alors, ça dépend comment on va la définir, mais en fait, on est tout le temps confronté à ça. La température de couleur, c'est un élément important dans l'analyse de la perception des patients. Ce qu'on utilise surtout dans notre réflexion, c'est ce qu'on appelle l'efficacité lumineuse spectrale, c'est-à-dire l'intensité lumineuse, en fait, l'intensité des photons par longueur d'onde. Et elle est beaucoup plus importante dans le bleu et dans l'ultraviolet qu'elle n'est dans le rouge ou dans l'infrarouge, raison pour laquelle on privilégie ces longueurs d'onde-là, plus que la température de couleur. D'accord. Bien, Monsieur Mourou, j'aimerais bien que vous donniez. Vous n'avez pas une question pour Monsieur Sahel, profitez. Même s'il est très loin, ça me ferait très plaisir. Moi, je suis absolument époustouflé, hein, parce que le laser femtoseconde, c'est de la rigolade hein, par rapport à tout ce que j'ai entendu, franchement. Non, vraiment, je suis très, très impressionné. En fait, je suis vraiment très content d'être ici. Il y avait quand même, je suis très, très curieux. Vous avez à la fin, vous êtes un peu rattrapé. J'aimerais bien avoir une idée assez claire, finalement, comment le femtoseconde pourrait intervenir. D'après ce que vous dites, le femtoseconde pourrait intervenir. Là, je n'ai pas très bien compris comment. En fait, c'est par la pénétration en profondeur. C'est-à-dire que si on pouvait arriver à moduler... En fait, aujourd'hui, pour qu'on arrive à amener la lumière dans le cerveau, je ne parle pas de la rétine. Dans la rétine, c'est assez facile. Mais pour arriver à la rétine, c'est assez facile. Mais pour la profondeur du cerveau, pour les patients pour lesquels on essaie de stimuler... Mais c'est des centimètres pour le... Et un demi-centimètre à peu près, ou un centimètre, centimètre. Oui. Et donc là, on a développé un système de guide optique, mais on pense que plus il pourrait être fin, et mieux ça vaudrait, en particulier plus il pourrait être souple aussi, parce que ce qu'on veut éviter, c'est les effets de déchirement au niveau du tissu, avec les électrodes implantées ou avec les systèmes de guide optique. Oui. Mais il ne pourrait pas y avoir un système, par exemple, de transduction où on prendrait la lumière et puis on la transformerait en phonon, finalement, pour arriver à l'acoustique. Oui, après, il faudrait qu'on retransforme. Alors, parce que le problème, c'est qu'on va perdre en résolution. Si on passe en acoustique, en fait, vu les longueurs d'onde, la résolution sera moindre, mais c'est possible de l'envisager parce que, en fait, si on a une surface suffisamment large du cerveau qui est stimulée, on peut compenser la perte de résolution par la taille de la zone stimulée et donc reconstituer une résolution de cette façon-là. Quand vous parlez de la résolution d'acoustique qui est moins bonne que la résolution, photonique, là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les meilleurs microscopes sont des microscopes acoustiques qui ont la plus grande résolution. Il y a des systèmes de lentilles qui permettent de focaliser dessus en général. Donc, ce qu'il faudrait qu'on puisse, c'est focaliser. Parce que c'est une question de quoi, de la vitesse finalement, du rapport des vitesses, quoi, la vitesse de l'eau. Du son dans l'eau est très faible et ça conduit à des systèmes optiques qui peuvent être qui sont extrêmement performants. Oui, non, je pense que c'est une piste. On l'avait évoqué quand on s'est rencontrés pour préparer. Je pense que ce serait une piste importante qui nous faciliterait la vie parce que là aujourd'hui, on s'est résigné aux ultrasons éventuellement pour pallier ce problème de pénétration, mais il y a peut-être mieux à faire. Bien, mais écoutez, je suis content si la Fondation de l'Académie de médecine
a permis de faire se rencontrer, même s'ils se connaissaient par article interposé, José Saël et Mourou. Et peut-être que dans quelques années, on aura un nouveau mardi consacré à une fusion entre les idées géniales de M. Mourou d'une part et de M. Saël d'autre part. Donc je vous remercie vraiment d'avoir participé. Je sais, et je le dis au public, que cette séance était peut-être un petit peu difficile pour certains, mais je vous remercie quand même d'avoir montré l'application chirurgicale de façon extrêmement claire de ce progrès qu'on ne va pas dire de génie, parce que ce serait presque trop humoristique s'il ne faut pas parler de ça. Mais enfin, je vous remercie vraiment, Monsieur Mourou, encore. Vous ne l'avez pas dit, mais j'ai cru comprendre que cette lumière extrême pourra servir à bien d'autres applications que la chirurgie ophtalmologique. Et j'espère que vous aurez peut-être des mardis, non pas de la chirurgie, mais de la physique, auxquels on aura plaisir à assister. Le prochain mardi de la chirurgie, normalement, aura lieu le 23 mars. Il sera peut-être un petit peu moins difficile à suivre pour les non-médecins, puisqu'on parlera des innovations en anesthésie, puisque vous savez que depuis quelques années, on fait maintenant ce qu'on appelle des anesthésies éclairs, que les patients se lèvent en salle d'opération pour rentrer chez eux. Les ophtalmologistes nous ont montré que l'opération sur l'œil était utiliser des anesthésies locales et éclairs. Et voilà, je vous remercie donc pour ce mardi de la chirurgie. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Bonsoir.